Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Otium, le podcast du JDR et de ses messages, co-présenté par Brocknar et moi-même Locus. Bonjour Brocknar. Salut Locus. Donc avant que nous commencions ce nouvel épisode, Brocknar avait-tu des remerciements à faire? Ouais, en particulier sur la réception de l'épisode précédent avec Olivier Sanfilippo, qui était super chouette à faire d'ailleurs. Je reviens. Merci encore Olivier d'être passé, c'était cool. Puis on a eu quelques retours fort sympathiques, et notamment celui de Wintermule qui nous a fait plaisir à tous, je crois d'ailleurs. J'ai vu qu'Olivier avait récemment répondu à ce commentaire. Bah, c'est cool de savoir qu'on est aligné avec ce qu'on voudrait faire, je pense. En tout cas, ça, je parle pour moi là. La réception a été celle que je voulais donner, donc c'est positif. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais Oui, je suis très content, je partage ton avis, j'ai même été assez touché par le commentaire de Wintermute et un peu surpris aussi, parce que pour être très honnête, je m'attendais pas à ce que les podcasts tombent dans l'oreille des concernés, quoi. ouais. Ouais, c'est De vrai. gens qui sont peut-être plus concernés que nous, quoi. Faut dire ce qui est. Oui. Donc, bah, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, bah, c'est bien quand on parle d'un sujet qu'il y ait les gens qui sont peut-être plus concernés, qui réagissent, quoi. Voilà. Ouais, c'est l'idée, puis c'est bien de savoir aussi qu'on n'est pas à côté de la plaque et qu'on n'est pas encore une fois en train de reproduire des trucs dont on voudrait se débarrasser, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Ah, bah, je pense que c'est un truc auquel on peut pas complètement échapper, mais bon, bah, on fait au mieux, on va dire. Ouais, faut pas hésiter à nous remonter les bretelles, hein. De toute façon, si, si on déraille ou si jamais il y a un truc qui passe pas ou qui est mal pris, mal compris, Ouais, bien mal sûr. dit, voilà, n'hésitez pas, on est là, on prend les remarques. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va attaquer un sujet assez lourd. Euh, donc l'idée, c'était de faire au moins un épisode, je sais pas combien il y en aura, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer, sur le colonialisme et le jeu de rôle, ou le colonialisme en jeu de rôle, on connaît pas encore le titre, mais voilà, ça tourne autour de ces sujets-là. On voulait organiser ça autour bah, de 3 expériences de jeu qu'on a eues tous les deux. Quand on parlera de chacune de ces expériences plus en détail, on évoquera quel était le dispositif de jeu à chaque fois. Hein. Voilà, pour essayer d'être clair sur ce qu'on a fait et dans quel cadre, parce que voilà, évidemment, ça change beaucoup pour un même jeu selon ce qu'on fait. Quelque chose qui a pas changé peut-être à travers tous les jeux, c'est qu'à chaque fois, j'étais meneur et tu étais l'un des joueurs à la table. Oui. Voilà, il y avait différentes joueuses et joueurs, mais c'était à chaque fois comme ça. Donc il y a aussi ce biais-là qui est à prendre en compte. Il y a le fait aussi qu'on va avoir la vision des deux côtés du paravent. Donc ça je pense, quelque chose qui est intéressant aussi. Ouais, il y a aussi qu'on jouait à chaque fois à distance. Ça peut, je pense aussi, dans les Oui. rapports sociaux, ça peut être important de le prendre en compte, quoi. Autour d'une table, ça doit être aussi différent. Ok, bah je fais une digression du coup. Je sais pas toi commencer, mais moi depuis plusieurs années, ma pratique du JDR, elle est exclusivement à distance. Oui, c'est un peu pareil, surtout depuis 2 ans, là. C'est essentiellement à distance. J'ai refait une ou deux fois par an, quoi, du JDR sur table. Depuis que ma table Warhammer a périclité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Warhammer dans ce podcast. C'est vrai, Et on en fait... le mot a été prononcé dans les voilà. premières minutes. Et on en fait... en parlant du colonialisme, est-ce un hasard? Je ne pense pas. Donc ouais, essentiellement à distance. J'allais dire malheureusement, mais en fait non, pas forcément. Ça me permet de jouer avec d'autres gens. Et c'est cool, en fait. Bah puisqu'on parle de jeu, et avant d'attaquer le sujet, voilà, la dernière fois on a fait une petite discussion préliminaire, on va peut-être pas lancer plein de choses et tout, j'ai pas par exemple de nouvelles recommandations culturelles et tout ça, mais comme on parle de jeu et que je me suis rappelé de ça, tu m'avais fait une petite question un peu provocante dans l'épisode sur l'OSR en me disant mais pourquoi du coup tu fais pas que de l'OSR si c'est si bien et tout. Bah j'ai suivi ton conseil. Ouais. Donc en ce moment, ma campagne en cours, c'est Deep Carbon Observatory, donc c'est de l'OSR, et la semaine prochaine, j'ai la session 0 avec voilà, des gens de la communauté, là, d'Articling Code, enfin une session 0, parce qu'il va y en avoir plusieurs, de Cloud Empress, qui est aussi un jeu OSR. Comme quoi, ça vaut la peine que je pose les questions, quand même. Si à la fin, ça donne des résultats, c'est cool, quoi. Voilà, donc bon, j'allais dire c'est un hasard, mais non, c'est pas un hasard, j'aime bien l'OSR.
Mais j'aimerais bien aussi refaire du non-tradi. J'ai playtesté un petit jeu que je fais où il y a pas de meneur, qui s'appelle Small Angry Planet. Euh, j'ai fait un premier playtest, donc j'ai modifié évidemment beaucoup le jeu. J'aimerais me faire un second playtest. Donc probablement aussi avec d'autres personnes que ma table habituelle, donc je vais sans doute en parler aussi sur le STOT. Ok. Voilà. Puis sinon, toujours tous les projets en cours, tout ça, bon, je vais pas en reparler. Voilà. Toi, de ton côté, il y a des choses intéressantes à part ça ou... Bah, tant qu'on va pas continuer de parler de jeu, je pense on est plusieurs dans ce cas-là, mais j'ai reçu les cordes sensibles oui. que j'ai commencé à lire et que je trouve très, 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 très... Alors chouette, je sais pas si c'est le terme, très intéressant. Même si ça me paraît complexe à mettre en œuvre, mais ok. Je pense que ça valait le coup d'être là et de soutenir le projet et de lire ça, je pense que c'est intéressant. Ouais, je suis très content de l'avoir acheté et lu aussi. Je pense pas que je le jouerai, et j'explique pourquoi. Je pense que c'est un jeu d'une très grande qualité, et enfin, je vois bien en quoi ça peut bien fonctionner. Mais pour moi, il coche pas une case qui est essentielle pour moi, qui est le côté, j'allais dire exotisme, échappatoire du jeu. C'est quand même un jeu qui est très 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 proche de notre réalité, quoi. Oui. Il s'en différencie pas par l'esthétique, par le temps, l'époque, même si il est précisé dans le jeu qu'on peut jouer dans des mondes a priori imaginaires, dans d'autres temps, d'autres époques, d'autres lieux. C'est pas tellement ça en fait, finalement, c'est pas tellement où c'est localisé, c'est plus, je pense, l'esthétique du truc. C'est-à-dire que le canon esthétique, ça va être, quel que soit le cadre qu'on prend finalement, le canon esthétique va être une esthétique du drama quotidien, finalement, un peu de la vie de tous les jours et des problèmes que peuvent avoir des gens relativement normaux, on va dire. Et du coup, bah ça c'est vrai que ça m'attire moins comme truc, voilà. Ouais, je comprends. Non, à part ça, rien de particulier, on va pas se plaindre sur la morosité du monde à chaque épisode non plus. Hein. Le but, c'est un peu... Non, ça va être vraiment, enfin voilà, ça va être très répétitif sinon. C'est tout pour moi, quoi. Très bien, et ben c'est parti. Alors on a discuté un peu avant de lancer l'enregistrement du podcast là, dans quel ordre on voulait parler de ces expériences. Donc je vais déjà citer les 3 jeux. Hein. Donc il y a dans l'ordre, je dirais chronologique, ce serait on a joué à Dog Eat Dog, je pense qu'il y a maintenant à peu près 1 an. Ouais. Un petit peu moins, je pense que c'était vers avril-mai de l'année dernière. Spire, où on a fait une table ouverte / campagne assez longue. Et Symbaroum, où on a fait un one-shot récemment. Donc on avait décidé d'aller dans l'ordre inverse de celui que je viens de dire, anti-chronologique. Parce qu'on pense que l'adéquation avec le propos, qui est un propos à chaque fois... on verra à quel degré, mais quelque part anti-colonialiste, Ouais. Il est de plus en plus fort si on va dans cet ordre-là, quoi. Oui. Voilà. On monte en intensité, quoi. Donc commençons par Symbaroum. Alors, Symbaroum, qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, Symbaroum, c'est un jeu de rôle, on va dire, médiéval fantastique, qui a été créé par un collectif suédois, qui s'appelle, alors j'espère que je prononce bien, mais c'est Yarn Ringen. Donc un collectif dans lequel on trouve Mathias Johnson et Mathias Lilia notamment, qui sont les principaux auteurs. Et qui sont ces personnes c'est des personnes qui ont fait d'autres jeux, hein, ils n'ont pas fait que Symbaroum, ils ont fait un jeu de science-fiction assez connu qui s'appelle Coriolis. Mm-hmm. Et c'est intéressant de citer ce jeu, parce que c'est un jeu que je connais pas du tout, mais j'ai regardé le pitch. Et figure-toi que Coriolis, c'est un JDR donc de SF dont le cadre est inspiré par les cultures nord-africaines et arabes pré-monothéistes. Ok. Donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant qu'il soit allé aussi vers une inspiration d'autres cultures pour ce jeu, dans le cadre de la discussion aujourd'hui, je trouve. Je sais pas ce qu'on en fera, c'est là, c'est posé. Je trouve que c'est un fait intéressant à noter, quoi. Donc le pitch de ce jeu, c'est quoi ? Alors, je vais pas raconter en détail, hein, le but c'est pas de présenter le jeu. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent podcast du bruit derrière l'écran qui présente ce jeu en détail avec, il me semble, une invitée d'ailleurs. J'ai évidemment oublié le nom. Il s'agit de Queen Jolinar. Mais le pitch du jeu, donc, tel qu'il est mis un peu sur le site, voilà, je vous donne le pitch publicitaire, entre guillemets, c'est explorer la vaste forêt de Davokar à la poursuite de trésors, de sagesse perdue et de renommée. Donc c'est intéressant parce que le jeu est présenté vraiment comme un jeu de chasse au trésor. On en reparlera. Donc
En VO, donc ce jeu, il est paru en 2015, et presque en même temps, il y a eu un Kickstarter, financement participatif, je sais pas si la plateforme c'était Kickstarter, en français, je sais pas comment on dit, c'est AKA ou AK Games, en 2016, donc. Donc, si on parle du dispositif, de mon côté, la version que j'ai lue et que je possède, c'est la version française d'AK Games. Et le dispositif, c'est un one-shot que j'ai écrit, un petit one-shot qu'on a joué en 2 sessions. Donc vous étiez 4, je crois, c'est ça? Je réfléchis, ouais, 4. J'ai Oui. envie de dire 3 parce que souvent on est 3, mais... Non, on était 4, ouais. Bon, je citerai pas les autres joueurs-joueuses, je sais pas s'ils veulent être cités, donc. Mais en tout cas, il y avait plusieurs personnages, et donc il y avait... C'était centré sur l'exploration d'une ruine, comme souvent dans ce jeu, dans la forêt de Davocar. Je vais pas donner tous les détails de l'histoire. Au niveau des personnages, on avait un personnage qui était une sorte de soldat, de gradé de l'armée d'Ambria, qui est donc la nation principale, on va en parler, la nation des colons hein, dans ce jeu, en fait. Les autres personnes, c'était... Ton personnage était une sorcière, Oui. alors, barbare, je mets des guillemets, mais c'est comme ça que c'est appelé dans le jeu, je pense que c'est important d'utiliser aussi les termes du jeu et de les recontextualiser. Donc, ce qu'on appelle barbares dans le jeu, ce sont les peuplades autochtones, finalement, qui ont été colonisés par Ambria, les Ambriens. Et il y avait aussi 2 autres personnages qui n'étaient pas des humains. Donc les 2 personnages que je viens de citer étaient des humains. Un personnage qui était une ogresse et un personnage qui était un gobelin, qui ont aussi du fait de leur espèce, de leur appartenance. Alors je précise que dans le jeu, on utilise le mot race. Hein. Voilà. Moi je l'utiliserai pas. Je vais parler d'espèces, puisque là en plus ça me paraît pertinent, puisque ce sont effectivement des êtres sentients, mais qui ne sont pas d'espèces humaines, donc le mot espèce me paraît adapté. L'espèce à laquelle on appartient dans ce jeu est aussi un marqueur social, voilà. C'est-à-dire que les gobelins font plutôt partie de couches sociales basses, et les ogres aussi, bon, c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus sur le dispositif, ou je pense que ça suffit? Non, ça suffit, je pense. Tout est dit. Est-ce que tu veux commencer par donner ton ressenti en tant que joueur pour lancer la discussion, ou comment tu veux procéder? Allez, de prime abord, ça ressemble... Enfin, on est vachement juste sur un JDR médiéval fantastique. Alors qui est cool, hein. Très bonne ambiance et tout. De prime abord, en tout cas, c'est ça qui est apparu. Je trouvais peut-être... la question coloniale un peu en... Bon, on en avait parlé pendant le débriefing, mais un peu en arrière-plan. J'ai l'impression que c'est pas le sujet principal qu'ils veulent traiter. Même si, bon, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Finalement, avec les propos, on peut les mettre plus ou moins en avant. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as pu faire, puisque de par l'aventure et de par les PNJ qu'on a pu croiser, et même de par les PJ qu'on avait dans le groupe... on a ressenti quand même. Tu vois. Par contre, on ressent, à mesure que l'aventure avance, à minima la ségrégation, le rapport entre les personnages qui se tendent ou qui sont quasiment à sens unique. Je pense notamment notre soldat qui était à peu près convaincu de lui être dans le droit chemin et de devoir civiliser tous les peuples de l'univers et au-delà, je pense. Voilà, ce qui était moins le cas pour le coup de ma perso qui, elle, était autochtone. Donc barbare selon les termes du livre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur les personnages et comment a été écrit le jeu, parce que je pense que il y a un sujet qui va être important dans notre discussion, c'est d'essayer de démêler ce que nous on a apporté en jouant au jeu, le scénario, bon en l'occurrence c'est moi qui l'ai écrit, mais je mets un gros mais là-dessus, c'est que j'ai essayé d'écrire un scénario canonique. Alors qu'est-ce que j'appelle canonique? Prototypique, dirait les gens de la cellule. En fait, j'ai essayé de faire un one-shot qui coche les cases. Et c'est quoi cocher les cases quand on joue à Symbaroum? C'est d'essayer de jouer Symbaroum comme il a l'air, comme ce que j'en ai compris en lisant la base du livre, qui est un jeu d'aventure, d'exploration, de chasse au trésor. D'accord? Et en général, on explore des ruines et on trouve des artefacts. Donc j'ai dit, il y a plusieurs cases à cocher. Bon, il faut qu'il y ait un artefact. Possiblement qu'il ait des effets bizarres. Les artefacts, c'est quelque chose de précis dans Symbaroum. Ce sont des objets
souvent magiques, et qui ont trait à l'ancienne civilisation dont on explore les ruines, donc des ruines qui ont été recouvertes par la forêt de Davokar. Mais la civilisation, justement, de Symbaroum, c'est le titre du jeu. Donc il y a ce côté-là qui est mis en avant. Donc j'ai coché ces cases-là. C'est aussi un jeu à secret. Donc j'ai dit, je vais aussi inclure dans le scénario un des secrets de l'univers, qui pourrait être découvert par les joueurs. C'était une autre case à cocher. Et ensuite, j'ai rajouté la case à cocher de, effectivement, avoir représenté ces antagonismes et ces tensions du fait de la colonisation et aussi des rapports interespèces dans le setting, disons. J'ai rajouté cette case à cocher du scénario. Est-ce que c'est une case à cocher qui se retrouve dans tous les scénarios officiels, etc. C'est à discuter. Je pense que c'est pas... là, je vais rajouter par rapport à ma connaissance et ce que j'ai lu de la base. Quand on lit la base du jeu, le thème apparaît clairement, et le thème n'est pas... La manière dont il est abordé peut être critiquable par certains aspects, on y reviendra, mais en tout cas, il n'est pas édulcoré ou évité, et il n'est pas présenté de manière complaisante. C'est-à-dire qu'à aucun moment on nous dit oui, c'est bien, ce sont les Ambriens qui ont raison, ils ont eu raison de coloniser, de s'installer là, etc. Et ça, c'est déjà un peu prouvé par le fait que déjà on nous laisse l'opportunité aussi de jouer les opprimés. On n'est pas obligé de jouer que des Ambriens, loin de là. Et donc il y a ça. Après, voilà, j'ai lu un article, je mettrai la référence là-dessus, Davokar Colonized Symbaroum and White Fantasy. Ouais. Donc le Davokar colonisé de Symbaroum et la fantasy blanche. Donc cet article, il est intéressant, je mettrai le lien, il critique le fait que oui, ça parle de colonisation et ça la dénonce en un sens, mais ça le fait en adoptant le point de vue des colons, quelque part. Ouais. Parce que, à cause de ce qu'on a dit, des mots qui sont utilisés. Les barbares dans le jeu sont toujours désignés par le nom de barbares, quoi. Il y a plusieurs peuplades, les peuplades sont détaillées et elles ont des noms qu'elles se donnent eux-mêmes, hein, donc ça c'est légitime, on va dire. Mais ils sont quand même tous mis dans le sac de barbares, etc. Il y a des raccourcis comme ça, et une forme de présentation dans le jeu qui est effectivement... c'est ce que dit cet article, c'est l'axe de cet article, qui est une présentation qui est un peu faite finalement sous le regard des Ambriens, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça fait une différence entre les espèces? C'est-à-dire, est-ce que c'est les barbares et à côté les ogresses, les ogres et les gobelins, ou est-ce que tous les peuples présents sur ce continent, c'est un continent ou c'est sur ce continent, oui, sont désignés comme barbares en excluant évidemment les colons, quoi. Ouais, dans le livre, dans la base de jeu, les barbares désignent des humains. D'accord, donc c'est déjà une... Ouais. C'est-à-dire les gobelins ne sont pas des barbares ou des Ambriens, ce sont des gobelins. Ce sont des gobelins, par exemple. Et une hiérarchisation encore plus forte et une ségrégation plus forte à leur égard en plus, de ce que moi j'en ai compris, quoi. Ou alors peut-être une non-mixité au quotidien, tu vois. Tu vois, ça, par exemple, c'est un truc que de fait, alors ça je m'en souviens plus, soit on l'a pas vécu, mais tu nous l'as peut-être expliqué, ça marche comment dans une cité ambrienne? Est-ce que on a beaucoup de gobelins, beaucoup d'ogres, tu vois? Alors ça dépend desquels. Moi j'aurais tendance à dire que globalement ils sont quand même en minorité. Ok. On va dire les non-humains sont quand même en minorité. Mais ça dépend. En fait, par exemple, il y a une cité, une cité, c'est un grand mot, qui est importante dans le jeu, qui s'appelle Fort Chardon. Donc Ambria, c'est un nouveau royaume, d'accord? Il a été fondé par les Ambriens qui en fait viennent d'Alberetor, donc c'est des Albériens, je crois, on dit. Il y a eu une guerre immense, ils sont partis, leurs terres sont dévastées, donc ils sont eux-mêmes en exil. Donc ça, c'est un truc assez intéressant aussi. Parce que ça les rend un peu moins unidimensionnels, c'est pas juste des colons, ce sont aussi eux-mêmes des gens qui sont en exil, quoi, voilà. Ce qui excuse pas ce qu'ils font par ailleurs. Et le livre n'excuse pas ça. Enfin, pour moi, la base, c'est pas le propos de la base de dire, bah oui, ok, ils ont colonisé et opprimé d'autres peuples, mais ça va parce qu'ils étaient exilés, quoi. C'est pas, je pense que c'est pas ça. Exilés et opprimés eux-mêmes, quoi. Ouais. Mais ça rend, ça ajoute une couche intéressante, je trouve. Donc il y a plusieurs villes dans ce nouveau royaume d'Ambria. Il y a des duchés, voilà, c'est 7 duchés, je crois, enfin peu importe. Donc il y a une ville qui est grosse, qui est une capitale, qui s'appelle Indaros, qui est installée sur les lieux aussi d'une ancienne capitale, je crois. Et cette capitale, elle est elle est pas trop près, entre guillemets, de Davokar, donc de là où ça se passe, quoi, de la forêt. Et Fort Chardon, c'est un truc qui est vraiment, qui est pas loin, qui est en lisière de Davokar.
Et c'est de là que partent toutes les expéditions. Donc Fort Chardon, c'est un endroit qui est ultra important dans le jeu. Et dans cette ville-là, bah, il y a déjà beaucoup plus de gobelins. D'accord. Pourquoi ? Parce que les gobelins aussi, ils travaillent en lisière de forêt et tout. Alors après, je vais pas spoiler, mais on se rend compte quand on commence à connaître les secrets du jeu qui sont quand même liés à cette forêt, les gobelins. Il y a tout un tas de choses. Donc ça dépend, je dirais, ça dépend des villes où tu te situes, des endroits. Les ogres, c'est pareil. Les ogres, donc, sont des êtres qui surgissent de la forêt, on sait pas exactement d'où ils viennent, et puis après ils sont perdus, ils s'attachent à des gens, etc. Donc évidemment, il y en aura plus dans toutes ces zones lisières que ailleurs dans le royaume. Tu vois, ça dépend vraiment de où tu te situes, la composition des villes. C'est intéressant parce que le jeu s'attarde aussi là-dessus un peu sur l'urbanisme, finalement on pourrait dire, et comment s'organise spatialement Fort Chardon. Et la majorité des gobelins, ils vivent pas dans Fort Chardon, ils vivent dans un campement qui s'appelle Carabadoc, je crois, enfin peu importe, qui est un peu excentré, quoi. Qui est pas loin de Fort Chardon, mais qui n'est pas Fort Chardon. Donc il y a une forme de ségrégation urbaine aussi, quoi. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que dénoncer, enfin montrer sans accuser clairement, est-ce que c'est pas valider de fait les bienfaits du colonialisme, tu vois? Est-ce que si t'es pas assez dur dans tes propos, alors oui, on colonialise, mais regardez, on retrouve des artefacts perdus quand même, c'est bien. Donc le Alors, colonialisme, c'est bien, tu vois? ouais, je comprends ce que tu veux dire, et je suis en partie d'accord avec ce que tu Mhm. dis. Je dirais que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de... Nulle part, tu as ce qu'on appellerait... J'emprunte les mots, je sais plus c'était quel homme politique, mais Aïe, aïe. des propos horribles, tu sais, sur les effets positifs de la colonisation. Ah oui, oui, mais je sais plus qui l'a dit. Donc il parlait de la colonisation française. Ouais. Il n'y a pas ce côté-là. C'est-à-dire le livre te dit pas ouais alors les embryons ont exploité les peuples, mais en échange ils leur ont apporté nanana. Là clairement je suis pas d'accord avec cette vision, hein, je précise, j'explique que les personnes qui défendent ce point de vue, qui à mon avis est pas défendable, entendent par effet positif de la colonisation. T'as jamais ce point de vue-là dans le livre, à mon sens. Moi je l'ai pas perçu, c'est pas écrit explicitement. Et il n'y a pas de truc dans le livre qui te fait dire « Ah ouais, quand même, les barbares, ils ont profité de la présence des Embryens, ils vivent un peu mieux, les gobelins, c'est cool que les Embryens soient venus parce que machin et tout ça. » Non. On te dit que donc quand la reine Corinthia, qui est une sorte d'héroïne martyre du peuple embryen, a mené son peuple en exil et a installé ce royaume, elle a soumis, c'est le mot qui est utilisé, quoi, elle a soumis en quelque sorte, elle a forgé des accords, mais qui sont des accords asymétriques, à son avantage à elle, avec les clans barbares. Mhm. Il y a notamment un clan barbare, je me souviens plus du nom, peu importe, qui a refusé, ils l'ont exterminé, quoi. Donc il y a pas de... je veux dire, il y a absolument rien de positif sur la présence des embryons dans ce secteur qui est décrit par le livre, quoi. Pareil pour les gobelins, les ogres ou que sais-je, quoi. Ce n'est pas... ce point de vue-là, il est pas du tout défendu, je dirais, ni explicitement ni implicitement. Par contre, ça invalide pas ton propos sur le point de vue. C'est-à-dire que ça reste raconté quand même majoritairement du point de vue des embryons. Et surtout, l'axe d'action, je sais pas comment dire, on pourrait presque dire le gameplay, mais c'est plus le thème que tu vas jouer. Mhm. C'est quand même d'explorer des ruines et de récupérer des artefacts, ce qui est une forme de pillage colonialiste, finalement. Oui. Du pillage, ouais, c'est pas une fois. C'est du pillage. Ouais. Oui, mais c'est une des formes de pillage. Tu peux avoir d'autres formes de Certes. pillage. Ouais, Et ça, à la limite, c'est peut-être ça l'aspect le plus problématique. Mhm. Alors, le livre ne t'empêche pas, et ce n'est pas le cas dans la campagne. Donc ça, je l'ai peut-être pas précisé. Bon, c'est expliqué, vous le trouverez si vous écoutez le podcast dont on a parlé, machin et tout. Mais Symbaroum, c'est une gamme qui tourne autour d'une grosse campagne qui s'appelle la campagne du trône d'épines, qui est une très grosse et longue campagne. Et dans la campagne, il n'y a pas que, largement pas d'ailleurs, que de l'exploration de Davocar et de la chasse au trésor, il y a des intrigues politiques, il y a tout un tas de choses. Voilà. Donc je suis pas en train de dire que le jeu force à faire ce genre de truc. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme ça qu'il est vendu. Je vous ai fait le pitch tout à l'heure, le pitch c'est bien explorer la vaste forêt de Davocar à la poursuite de trésors, de sagesse perdue et de renommée. Donc on parle bien de s'enrichir en pillant. explorant un territoire qui est pas le nôtre, etc. Voilà. Que ce soit
s'enrichir avec des informations, ce qu'on appelle la sagesse perdue. Il y a aussi ce côté un peu... il y a même un truc qui est bien capturé, je trouve, à mon avis, par l'ambiance du jeu. C'est le côté... À la fois, les barbares sont considérés comme un peu arriérés par les Ambriens, mais en même temps, ils les fascinent un peu. Par exemple, donc les femmes barbares, qui ne sont pas toutes des sorcières, hein, mais les sorcières barbares, donc déjà, sorcière est le mot utilisé par les Ambriens, hein, toujours pareil. Elles sont vues comme, même si elles sont vues aussi comme des sortes de sauvages, elles sont vues comme quand même dépositaires d'une espèce de sagesse millénaire. Tu vois, il y a un peu le délire, qui est un truc colonialiste, hein, un peu le délire du bon sauvage et tout ça, tu vois. Ouais, il y a un petit peu ce truc-là. Une forme de fétichisme, en fait. Ouais, complètement, merci, c'est le mot. Donc peut-être plus lié à notre expérience. Donc moi, c'est un jeu, j'avais mené avant le one-shot que j'ai mené avec vous, j'avais mené une petite campagne d'une dizaine de sessions avec des amis, où c'était une expédition d'avocats, pareil, pour aller retrouver quelque chose, mais il s'est passé plein de choses et on a eu l'occasion d'explorer plein de thématiques et... en tant que meneur, j'ai eu la sensation que si je voulais parler de ces sujets-là, je pouvais le faire, le cadre me le permettait, et m'offrait quand même une bonne profondeur et une bonne diversité de points de vue pour le faire. Après, j'ai un prisme, je pense. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense que si t'es moins politisé que moi, et que t'arrives un peu avec ce jeu tel qu'il t'est présenté, et sans ce prisme critique, je suis pas sûr que tu le vois comme un truc ultra critique du colonialisme, quoi. Voilà. Oui. Je pense même que ça peut avoir l'effet inverse. J'irai pas pour autant jusqu'à dire que c'est l'intention des auteurs. Je pense pas que les auteurs soient colonialistes. Pas du tout. Je pense même peut-être probablement qu'ils sont anticolonialistes. Ouais. Mais la vérité, en fait, c'est que ça fait partie du cadre du jeu, mais je pense pas que l'anticolonialisme soit le propos principal du jeu. Voilà, c'est ça aussi. Okay. Ça, il faut le dire. C'est pas un jeu là-dessus, c'est pas comme Dog Eat Dog, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, sur cette problématique de où tu mets la barre, quoi. C'est-à-dire, tu t'écris un jeu dans un contexte colonialiste, et je pense qu'il faut absolument et définitivement le dénoncer, plus que le dénoncer, tu vois. Je pense qu'il faut des marqueurs forts. Enfin, encore une fois, on en parlera avec la suite, tu vois. Mais c'est toujours le souci quand tu laisses trop de souplesse, trop de place. Est-ce que du coup, c'est le problème Warhammer 40K. C'est-à-dire que on sait, si t'as lu, t'as compris. Après, tu regardes les tables, comment elles jouent, et tu as l'impression qu'on est trois à avoir compris ce qu'on a lu, en fait. Ouais. Est-ce que laisser de l'espace, tu vois, c'est bizarre d'être anarchiste et de dire ça quand même. Est-ce que laisser de l'espace, c'est pas trop à ce moment-là, quoi. Non, mais je comprends ce que tu dis. En fait, faut pas confondre, en fait, laisser de l'espace et des possibilités, et ne pas avoir de propos. Alors, Symbaroum a un propos, hein, qui est pas... le propos principal de Symbaroum, en fait, c'est plus un propos... et là-dessus, le jeu, je pense, est plus clair, plus explicite. C'est pas les hommes contre les hommes, finalement. Le sujet du colonialisme aussi, c'est ça, c'est comment on arrive à déshumaniser des personnes qui sont différentes de nous, créer une hiérarchie, etc. Ça rejoint le racisme, ça rejoint tout ça, évidemment. Mais c'est pas ça le sujet du jeu, c'est l'homme contre la nature. Je dis l'homme, c'est avec un grand H, l'humain. L'homme et la femme, peu importe, contre la nature. Et comment, en fait, la nature va réagir aux actions de l'homme dans une forme de... Il y a le côté un peu, on est obligé d'aller se confronter à la nature pour la comprendre, mais en même temps, ce faisant, on va être tenté de l'exploiter, on va le faire même dans les faits. De toute manière, dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit fictive ou pas, finalement, c'est ce qu'on fait. Et ça va être quoi les conséquences de ça ? Quel genre d'équilibre on a brisé, est-ce qu'il va y avoir des conséquences désastreuses ou pas, etc. Donc, ce jeu, il tourne autour de ça. Donc le propos, il est plus, je dirais, écologiste que anti-colonialiste, voilà. Même, et le côté colonialiste, c'est un thème qui existe dans le jeu, mais c'est pas le sujet principal. Tout ça, c'était une parenthèse sur le propos du jeu, mais tu parlais de laisser la place, et quand tu laisses trop la place, finalement, t'as plus de propos, etc. Donc en fait, je pense que Symbaroum, comme beaucoup de jeux, donc c'est un jeu récent, mais qui est quand même encore à la charge, ce type de jeux qui sont un peu de la fantasy, où il y a l'idée, même si bon, il y a l'axe chasse au trésor, il y a le thème dont j'ai parlé, un peu écologiste, tout ça,
où il y a quand même encore, tu sais, ce genre de jeu où t'as l'idée que tu peux tout faire. C'est des jeux qui sont un peu généralistes. Ouais. Tu vois. Tu tombes du coup un peu dans le syndrome du jeu généraliste, et je pense que t'as ça dans... Alors 40K, je sais pas, mais dans Warhammer Fantasy, c'est sûr. Warhammer Fantasy, on te le vend vraiment comme, ouais, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire de l'intrigue politique, de la bagarre, de l'exploration, voilà. Mais il y a beaucoup de jeux qu'on te vend comme ça. Bon, l'exemple type, c'est Donjons et Dragons, quoi. C'est vraiment... ça en revient au fait que ces limites ont un truc de promotion, quoi, du jeu, quand on te dit, en gros, c'est souvent quelque chose aussi, un argument qui est avancé par les gens qui ont tout à fait le droit et qui veulent pas forcément jouer à autre chose que Donjons et Dragons parce que ça leur plaît. Il dit, je vois pas pourquoi je testerais autre chose parce que moi j'arrive à faire tout ce que je veux et une grande diversité de choses dans Donjons et Dragons. Mais bon, le syndrome des jeux généralistes comme ça, c'est que oui, forcément, comme tu peux tout faire, le propos il est dilué, quoi. Et t'as un petit peu de ça dans Symbaroum. Évidemment, dans Dog Eat Dog, c'est un peu le contraire de ça, quoi. C'est ultra focus sur le propos, donc le propos il passe, mais peut-être que c'est moins souple, effectivement. Après, c'est quand même, comment dire, vouloir quelque chose de plus flexible et généraliste, je comprends l'idée aussi, parce que tu peux apprécier un univers, le goûter et vouloir rester dedans pendant un moment. Et si tu fais ça avec un truc qui a un propos très très fort et très unique, très ramassé, ça va être difficile de le faire tenir dans la durée. Et souvent, les jeux qui ont un propos très très fort, on remarque que ce sont beaucoup des jeux où tu fais des one-shots, des choses comme ça. Même si on parlera de Spire après, peut-être Spire réussit peut-être cet exercice d'équilibriste, c'est à voir, mais bon voilà, c'était ma réaction à ce que tu disais sur le côté généraliste. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou si... ouais, si, ça rejoint. Ouais, si. Ça rejoint un peu aussi le fait que on te présente le jeu de rôle comme étant l'ensemble des possibles, c'est-à-dire que l'absence de limite. Est-ce que c'est pas ce que j'entends par là, c'est est-ce que c'est pas lié au hobby lui-même, quoi. Cette volonté de vouloir et pouvoir tout faire dans un seul univers et qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Tu vois là, je pense qu'il faut jeter ce que je voulais dire, c'est qu'il faut jeter la pierre à personne. Et je sais pas où j'allais avec cette réflexion-là, de toute façon. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'aime pas, quoi. Ouais. J'aime pas le truc... moi, le slogan, le jeu de rôle, tu peux tout faire, c'est un truc qui me plaît pas, quoi. Alors, en fait, c'est un truc qui me plaît pas quand c'est un peu subtil, ou pas. Ça me plaît pas quand c'est à destination d'une table. Et que tu dis aux gens, c'est du jeu de rôle, tu peux tout faire. Ça me plaît pas et ça me pose problème à tellement de niveaux que ça va être long d'expliquer. Mais parce que il y a les limites sociales, du consentement, et puis il y a et puis pour moi le cadre, le propos, le cadre et le système de jeu est important. Donc si tu dis que tout ça c'est important et qu'en même temps tu dis que tu peux tout faire, c'est contradictoire, tu vois. Oui. Voilà. Après, globalement, si ça s'adresse à la scène JDR, je sais pas quoi, au monde du JDR, je sais pas si ça existe et tout, parce qu'à mon avis, c'est très fragmenté, il y a plusieurs scènes, etc. Mais oui, là, ok. Voilà. Si tu dis à un auteur de JDR, c'est du JDR, tu peux tout imaginer, tu peux tout créer comme type de jeu, essayer de tout faire, de trouver les limites, d'aller vers d'autres choses. Voilà, oui, évidemment, c'est quelque chose qui est stimulant, tu vois. Dans le cadre d'une table, je trouve ça bizarre, parce qu'en fait, ça veut dire que tu fais une croix sur... le propos, tu fais une croix sur le système, tu fais une croix sur sur aussi ce que veulent les gens, quoi, ce que veulent les gens à ta table. Parce que ça, c'est ça la première limite finalement. Tu peux pas tout faire déjà, tu peux faire que ce que les gens à ta table veulent bien faire, tu vois. Après, je pense pas, pour être très honnête non plus, je pense pas que les gens veuillent dire ça quand ils disent c'est du jeu de rôle, tu peux tout faire. En fait, les gens ils parlent pas de briser le consentement des autres, ils parlent dans l'univers de la fiction. Mais ceci dit, tu peux briser le consentement des autres dans l'univers de la fiction. C'est ça, ouais. Et après, comment tu lis, ouais. Ça rejoint encore une fois la même chose, c'est ce que tu lis, ce que tu comprends, ce que t'en fais, quoi. Et je crois qu'on avait déjà parlé de ça, parce qu'il peut y avoir un débat là-dessus. Il y avait un copain qui me disait ça. Il me dit, ouais, mais en jeu de rôle, si en tant qu'auteur t'as un message, à la limite ça a pas de sens, parce qu'en fait il va être joué par une table, et donc tu maîtrises pas du tout comment ton message va être approprié, quoi. C'est une remarque pertinente, hein, je la balaye pas d'un revers de la main, mais si je dis oui à ça, j'arrête de faire des jeux de rôle, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a plus de sens, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on peut juste se rassembler, et d'ailleurs, on peut le faire en jeu de rôle, hein. On peut juste rassembler des gens, et puis on construit les règles et l'univers au fur et à mesure, et on joue comme ça. On n'a pas besoin de jeu ou d'un propos qui vient de l'extérieur, hein, pour faire du jeu de rôle. Je pense que c'est important de le préciser aussi, quoi. Oui. Non, en effet. Donc... ce que je veux dire par là, c'est que l'approche de se passer des
des auteurs et des autrices de JDR. C'est une approche qui est valable. Hein. Enfin, en vrai, tu peux faire du JDR comme ça. Hein. C'est pas. Oui. Carrément. Voilà, je prêche contre ma paroisse, mais. Tout à fait. Je sais pas si t'avais autre chose à ajouter concernant Symbaroum ou... Bah, peut-être sur l'expérience elle-même, est-ce que toi, tu trouves que... Parce que moi, j'ai l'impression, dans ce que tu disais, que les thèmes, finalement, ils étaient surtout apparus à travers les personnages, leur interprétation, que ce soit des PJ. T'as parlé de PJ et de PNJ. Ouais. Il y a très peu de PNJ hein, dans ce... Ouais, il y avait assez peu de PNJ hein, dans l'aventure. Donc moi, je pense qu'aussi que c'est surtout votre interprétation qui a joué, honnêtement, pour faire ressortir le propos. Après, les turbo-gauchistes autour de la table, on est conscient de tout ça et c'est des sujets qui nous intéressent. Donc forcément, oui, l'interprétation a fait. Après, ça s'est ressenti, peut-être quand t'as fait un chouïa de lore dumping, tu sais, j'ai pas envie d'en dévoiler trop, j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, mais concernant les trolls notamment. Et là, tu vois, là, il y a eu vraiment une prise de conscience en fait, des rapports de force et des... encore une fois, utiliser le mot ségrégation, de la ségrégation, et puis de la manière dont se voient les gens, en fait, les espèces entre elles, du rapport qu'elles ont, quoi. Et surtout ne se voit pas. Moi, ce secret-là, il révèle une très grande méconnaissance, en fait. Et ça, c'est intéressant, tu vois, le fait que ce soit un secret du jeu, qu'on connaisse pas l'autre à ce point-là. C'est rigolo, on parle d'un truc sans dire ce que c'est parce qu'on va pas spoiler. Mais c'est révélateur de ça. Et ça, par contre, c'était conscient de ma part de choisir de mettre plutôt ce secret-là pour montrer, voilà, vous côtoyez des personnes finalement et quelque part vous les utilisez, voilà, vous les amenez avec vous dans vos aventures, etc. Mais vous savez absolument rien d'elle. Quoi. Rien. Ouais, du coup, je me demande encore une fois, c'est toujours la même question, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait notre table, quoi. Est-ce que les barbares entre guillemets, c'est pas juste effectivement des barbares et on les extermine et on n'en parle plus, quoi. Tu vois, je sais, enfin, c'est possible. Après, il y a d'autres jeux pour faire ça, je suppose. Hein. On va pas citer les mêmes, mais est-ce que les gens seraient intéressés par ce type de... Les gens sensibles à l'éradication de l'autre parce qu'il est autre... Ok, tu vois, ça c'est super que tu dis ça parce que je vais placer une anecdote là-dessus qui vient pas de notre partie mais qui vient de ma campagne dont j'ai parlé avant là. Donc dans cette campagne j'avais différentes personnes dans le groupe, je pense que dans le groupe de départ parce qu'après il y a eu il y avait 3 PJ et puis ils ont embauché des PNJ pour les accompagner dans leur expédition et il y avait un système comme j'avais prévu cette campagne comme étant assez létal. Mortel, on dit en français, c'est un anglicisme, je crois, létal. Comme assez mortel, il y avait les PNJ étaient des sortes de personnages remplaçants des PJ, quoi. Donc, et c'est arrivé d'ailleurs, il y a un PJ qui est mort, et il a incarné, du coup, un PNJ. Les PJ de départ, il y avait 2 embryons humains, et dont un qui était un chasseur de sorcières, donc quelqu'un qui était plutôt une sorte de religieux un peu fermé, un peu fanatique, tu vois, vraiment le côté... probablement, tu vois, le plus sombre des embryons, etc., de ce côté-là. Ils ont embauché une sorcière dans le groupe, qui était donc une PNJ, donc c'est moi qui l'a joué. Je crois que personne l'a incarné au final, parce qu'il y a ce personnage-là dont je te parle, le chasseur de sorcières, est mort une fois, et il a incarné ensuite un gobelin, je crois, ou une éclaireuse, je sais plus. Bon, peu importe, mais le truc, c'était que en fait, il y a eu une interaction, une rencontre avec d'autres PNJ qui a fait que des soupçons se sont portés sur l'attitude de la sorcière. Et ce gars-là, qui était dans son rôle en faisant ça, hein, ce joueur-là, il discutait de son sort en mode il faut se débarrasser d'elle, quoi. Genre, c'est une menace pour notre groupe et tout. Et il était dans son rôle, hein, genre, c'est... Et en fait, on en venait à des trucs, et je lui ai rappelé à travers le PNJ... La sorcière a dit, mais vous savez que je suis là, vous discutez de savoir si vous avez tué, mais voilà, Donc voilà, intéressant. Donc oui, ça fait apparaître ces thèmes-là, ils apparaissent très forts. Le joueur qui faisait ça, il était quand même en conscience de faire ça, tu vois. Et si jamais, par exemple, c'est intéressant de jouer les salauds aussi pour ça. Ouais, mais s'il décide de... Ouais, mais il faut qu'il y ait des conséquences. Sinon, c'est... Oh, il y en a eu. Sinon, c'est de l'apologie. Non, mais tu vois, je veux dire, faut que le système te propose des conséquences à ces actes-là. Si lui, Ambrien, il décide de mettre fin à la vie d'un ou une barbare, et qu'il peut le faire, et qu'il n'y a pas de... J'ai perdu le mot,
Conséquence. Conséquence, moi je l'ai dit 12 fois, puis je l'ai perdu là. Il n'y a pas de conséquences. Bah du coup, c'est quoi? C'est de l'apologie du colonialisme en fait que tu fais? Ah, je sais pas, c'est une bonne question, parce que ce qui m'interroge, c'est pas ce que tu dis sur les conséquences, ça m'interroge pas du tout, je suis complètement aligné avec toi, c'est, tu dis, le système devrait te proposer des conséquences. Alors ça, je sais pas, est-ce que c'est le système, est-ce que c'est le monde, est-ce que... Ouais, c'était le système au sens large. En fait, il faut qu'il y ait une conséquence. Alors après, tu vas me dire, on peut les jouer, les conséquences. Mais si c'est intrinsèque à la manière dont ça fonctionne, au moins t'es clair dans ce que tu dis et dans ce que tu proposes. Alors que si tu dis, bah oui, on tue quelqu'un, quand bien même c'est un barbare, bah il y a des risques d'aller en prison. Ok, d'accord. À la fin, tu vois, tu reproduis les mêmes... Tu reproduis la même chose que dans le monde réel. Il y a des chances que j'aille en prison. Ok, bah, j'irai certainement pas de toute façon. Tu vois. Puisque finalement, c'est qu'un barbare, ça va. C'est pas mes propos. C'est qu'un barbare, ça va. Tu vois. On va pas le mettre en prison. Il va prendre 6 mois avec sursis. Tu vois, des exemples comme ça, on en a tout le tour du ventre tous les jours. Tu vois. C'est là où je pense que ça y est, j'arrive à mettre l'idée, c'est que je pense qu'il faut condamner fortement. Ou en tout cas mécaniser, j'utilise certainement pas les termes de manière adéquate, mais tu vois, faut que ça soit prégnant et présent dans le monde. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ce qui renforce ton argument, c'est que je parlais de l'aspect écologie, et ce que tu fais sur la nature, ça a des conséquences et tout. Ça, c'est mécanisé dans le jeu. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as ce qu'on appelle la corruption dans le jeu, donc qui est la force, que tu peux voir un peu, c'est plus compliqué que ça, hein, je caricature en disant, mais que tu peux voir un peu comme la force de la nature blessée, quoi, une sorte de vengeance de la nature que tu exploites. Et notamment, tu vois, quand tu lances des sorts ou des trucs comme ça, tu vas déséquilibrer la nature, exploiter le tissu de la réalité ou les forces de la nature, et tu vas en payer le prix par la corruption, et ça, c'est mécanisé. C'est-à-dire, ton personnage, il va prendre des points de corruption, il y a des règles, ça a des conséquences pour lui, etc. Donc ça vient... ça va dans ton sens, finalement. C'est que le propos principal du jeu, dont je parlais tout à l'heure, de l'équilibre des forces de la nature et tout ça, il est mécanisé. Voilà. Donc si tu mécanises pas d'autres rapports de force, qu'est-ce que tu dis? Voilà, c'est toujours ma question, hein. Je suis pas en train de jeter la pierre sur les auteurs et les autrices de Symbaroum, mais il n'y a pas de... pas encore. Je prépare mon tas de pierres, mais j'ai pas encore commencé à les jeter, mais... voilà, pour moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais faut être radical. Désolé pour toute cette radicalité dans ce podcast. Ouais. Faut être radical sur ces propos-là. Et sur la plupart des propos, d'ailleurs, de manière générale. Mais pour conclure là-dessus, je pense que c'est pas mal, on a pas mal fait le tour là sur Symbaroum. Pour conclure sur Symbaroum, ça me rend quand même curieux, du coup, vu l'approche qu'il y a eu dans Symbaroum, de regarder comment dans Coriolis ils se sont inspirés d'une culture qui était pas la leur. Bah ouais, parce que ça pourrait donner des réponses sur Symbaroum, on pourrait peut-être... Ouais, ça me rend curieux, voilà. Eh bien, on joue la semaine prochaine, du coup. D'accord, merci beaucoup, Locus. Non, je sais pas s'il faut jouer, je pense qu'il faut plutôt lire le jeu. Je sais pas, je vais regarder, je vais me renseigner. Je vous tiendrai au courant. Dans l'épisode suivant, alors on a fait une table de Coriolis. Non mais ouais. On a fait une campagne de 2 ans. Ok. On passe à l'autre jeu ? Carrément, Spire. Ah ouais, bon, gros morceau, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Bah, déjà parce qu'on y a beaucoup plus joué. Oui. Donc qu'est-ce que c'est Spire ? Alors Spire, c'est un jeu de Grant Howitt et Christopher Taylor. D'après ce que j'ai compris, Grant Howitt était plutôt côté univers, ce qui est un peu paradoxal parce que Grant Howitt, c'est un très grand game designer, quoi. J'en reparlerai. Et Christopher Taylor était plutôt côté système. Donc, je crois que c'est un Britannique, hein, Grant Howitt, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un auteur très très prolifique. On mettra le lien vers sa page Itch, et c'est un auteur qui est notamment connu pour avoir fait de nombreux jeux une page. Peut-être qu'on parlera de ça un jour, mais c'est intéressant, les jeux une page. C'est tout un courant, quasiment une culture... alors, je dirais pas holistique, je dirais d'auteur de jeux de rôle, d'autrice et d'auteur de jeux de rôle, à part entière, où... c'est une sorte de jeu, on prend une feuille A4, et puis on écrit un jeu qui tient sur la feuille.
Et il y a même des astuces du type, souvent c'est pas imprimé, c'est écrit à la main, justement pour gagner de la place, c'est écrit en petit dans les coins, Dans enfin les marges. vous voyez, il y a tout ce genre de délire, quoi. Les délires un peu respecter la contrainte du format. Il a fait beaucoup de jeux une page, dont un qui est très très connu, qui s'appelle Honey Heist, donc le casse de miel, qui a été traduit en français et tout, et où on joue des ours qui vont voler du miel à des humains. Des ours qui portent des chapeaux, c'est très important. Voilà, qui est un jeu un peu délirant, rigolo et tout, et qui tient en une page. Et un jeu qui a eu, je dirais, un tel succès, qui a eu un épisode spécial de Critical Role, où c'est un Critical Role époque où c'était Matt Mercer qui était meneur. Et dans cet épisode, d'ailleurs, c'est pas Matt Mercer qui mène, c'est Marie Charret, et elle mène une partie de Honey Heist. Donc c'est un jeu qui a une exposition quand même Forte. assez forte, quoi, voilà. Et c'est un... Je le précise aussi, puisque c'est un jeu aussi qui parle un peu de tuer des nazis, c'est aussi l'auteur de Eat the Reich, donc où on joue un commando vampire dont le but est d'aller boire le sang d'Hitler. Voilà. Parfait. Évidemment dans une seconde guerre mondiale uchronique alternative. Ouais. Il y a un épisode également chez Du bruit derrière l'écran, ce sujet-là. Oui, on vous renvoie dessus. Voilà. Plein d'épisodes de Du bruit derrière l'écran, même dans les rêves, c'est cool. C'est facile, comme ça on doit pas les faire. Puis c'est mieux fait que ce qu'on ferait de toute façon, c'est à peu près évident. Bah oui, c'est plus la présentation est plus longue. Donc un jeu qui est sorti en VO en 2018 chez Rowan Rook and Descartes et en VF en 2021 chez Barbu Inc. Incorporated. Donc c'est intéressant de noter que les titres en VF et en VO sont un peu différents. Donc en VF, le jeu s'appelle Spire le Soulèvement. En tout cas, c'est le titre du livre de base. Et en VO, il s'appelle Spire the City Must Fall. La ville doit tomber. Oui, bah qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc c'est un JDR sur des elfes noirs révolutionnaires pris dans une guerre secrète et désespérée contre les hauts elfes ou Elfir qui dirigent la cité de Spire. Bon, en quoi c'est un jeu, peut-être vite fait, avant de parler du dispositif, en quoi c'est un jeu qui parle de colonialisme. Donc la cité de Spire était une cité qui appartenait depuis des temps immémoriaux aux elfes noirs. Et en gros, je crois, c'est il y a 200 ans, ça fait 2 siècles là, les Elfirs ont conquis la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une conquête en mode on tue tout le monde et on se met à leur place, c'est vraiment ils dominent la ville et ils exploitent en fait les elfes noirs qui sont restés. Par exemple, ils ont une corvée à effectuer de 4 ans, gratuitement. Hein. C'est du travail gratuit pendant 4 ans pour un Elfir. Voilà, il y a toute forme d'exploitation, il y a une ségrégation dans la ville. Il y a aussi toutes les formes un peu vicieuses de... oui, c'est la ségrégation, mais on écoute quand même ce que vous avez à dire, en mode, par exemple, dans le conseil de Spire, où il y a, je sais plus combien, un peu plus d'une dizaine de conseillers, il y a quand même un elfe noir, voilà. Bon, tous les autres, c'est des elfires, il y a un humain, voilà. Mais, mais bon, voilà, on vous a entendu. Il y a tous ces aspects-là, il y a évidemment un gros propos sur le racisme dans le jeu. Hein. En plus c'est hyper explicite dans le jeu parce que ce qui différencie les hauts elfes et les elfes noirs, c'est vraiment la couleur de peau, quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout, j'allais dire subtil comme propos là-dessus. C'est clair, c'est très très clair. Le propos il est très très clair pour le coup. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce jeu, je vais pas le faire. Ils l'ont pas encore présenté chez Du bruit derrière l'écran, peut-être ça arrivera. Mais on va parler du dispositif. Donc là-dessus, j'ai mené une table ouverte où t'as été joueur. Donc le principe de la table ouverte, tel que je l'entendais, c'est pas le principe hyper radical de la table ouverte où même on peut changer de meneur et tout ça. Là, c'était toujours moi le meneur, mais il y avait pas toujours les mêmes joueurs-joueuses. Donc toi, t'as été joueur sur de nombreuses parties. Je sais pas, il y a eu peut-être un peu plus de peut-être une quinzaine de sessions, et puis t'étais sur 12 sessions, un truc comme ça, enfin bon, voilà. Ça a commencé par un one-shot, donc ça a commencé par des histoires qui étaient pas directement liées entre elles, puis je dirais que les PJ ont fait le lien entre les deux histoires, il y a une intrigue en fond qui s'est emballée et mise en place du fait des actions des PJ. Les différents arcs narratifs ont fini par se rejoindre, et ça a terminé vraiment... Il y a une fin vraiment de campagne, je dirais, avec un climax et tout, puis tous les personnages qui étaient présents, etc., sur les 2-3 dernières sessions. Donc c'était pas, je dirais, table ouverte de bout en bout, mais voilà, c'était ça le dispositif. Ça, je sais pas si tu peux parler du journal que tu tenais pour qu'on puisse
nous se tenir au courant des parties dans lesquelles on n'était pas. Tu sais, les 2 journaux de Ouais. propagande. Ouais, il y avait un petit principe entre sessions. Je rédigeais 1 ou 2 articles de journaux. Alors, un article, c'était pas complet, hein, c'était genre l'entête, c'était un paragraphe, quoi. Souvent, c'était soit dans La Torche, qui est le quotidien de propagande Elfir, soit dans La Silhouette aussi, qui a une sorte de magazine People, qui est aussi tenu par des Elfirs, mais pas que, donc voilà. Et aussi alors Libération, dans la base du jeu ça s'appelle Libération, je suis désolé, mais on l'avait renommé, je pense qu'on avait appelé ça La Lutte, qui était un quotidien vraiment du coup pro Drow, donc les elfes noirs, on appelait les Drow aussi. Et ça permettait de comprendre un peu, d'avoir un petit résumé de ce qui s'était passé, ce qui était connu du public. Donc effectivement, quand un joueur ou une joueuse n'était pas dans la partie, elle avait que cette information-là. Bon, elle pouvait avoir d'autres informations méta, mais voilà. Les gens qui avaient eu la session avaient droit à un résumé plus détaillé, des infos sur les PNJ, des choses comme ça. Ouais, voilà. Non, mais c'était cool, ça, comme... Au niveau du casting de PJ, donc c'est un jeu où il y a des classes de personnages. On parlera du système après, parce que le système a une importance pour soutenir le propos, mais le jeu a des classes de personnages. Il n'y a pas des niveaux et tout, l'avancement c'est un peu plus compliqué, on gagne des nouveaux pouvoirs, des sortes de nouvelles compétences, bon. Et donc toi tu jouais un chevalier des docks. Donc les chevaliers des docks sont une sorte de force de... Pacification. Ouais, une sorte de force de sécurité, il y a un côté police là-dedans, désolé. Ouais. Donc du quartier des docks, voilà, qui est pas en gros policé par le guet de la ville. En général, c'est ce qu'on appelle le guet, ce sont des elfes noirs qui font la police des elfirs, quoi, en gros. Donc ils surveillent les drôles, quoi. Et ils ont ce côté... un peu... Bon, déjà, ce sont un peu des hooligans, quoi, il faut le dire. C'est des gens qui aiment la bagarre. Et ils ont un peu ce côté noblesse déchue. Donc il faut savoir que les Drow... la société Drow, c'est pas... Voilà. Alors, ça, c'est un truc important, je trouve aussi. C'est que les gens opprimés, c'est pas forcément... ils sont pas forcément super. Et c'est pas une raison de les opprimer, loin de là. Oui. Mais, je veux dire, la société Drow, elle est pas ouf non plus. C'est pas une société démocratique, horizontale et tout ça, loin de là. Oui, puis c'est pas homogène, c'est encore une fois pas un groupe homogène, quoi. Il n'y a pas les Drow et non, voilà, les elfes. Exactement. Exactement. Et c'est quand même... donc c'est une culture, on va dire, un peuple qui est organisé autour de ce qu'on appelle des nations mères, qui sont menées par des maisons nobles, en fait. Voilà, il y a des nobles Drow. Et dans Spire, cet ordre social, il est à la fois un peu respecté et un peu bouleversé par la situation particulière de Spire. Ouais, dans les chevaliers des docks, ce sont vraiment des chevaliers Drow, et il y a ce côté aussi noblesse déchue, quoi. C'est-à-dire, ce sont des chevaliers, mais ça a pas tellement de sens dans le contexte où ils sont, en fait. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant dans Spire, c'est qu'on voit les effets de la colonisation à plein de niveaux différents, en fait. On voit comment ça déstructure la société, on voit comment ça crée de la destruction culturelle aussi, c'est-à-dire que la culture des Drow, elle est... il y a une partie qui est carrément interdite, voilà, il y a des religions qui sont des Drow qui sont interdites, il y en a qui sont... il y a une autre religion qui est tolérée mais très surveillée, etc. Non, il y a tout ce... En fait, tous les niveaux, structure de la société, religion, culture un peu du quotidien qui sont impactés, en fait, et ça, c'est très bien montré dans le jeu, quoi. Enfin, j'ai trouvé, voilà, il y a plein d'aspects... Je trouve que comme vision de la domination, je suis plus dans la présentation, mais déjà en train de donner mon avis, mais c'est pas grave, tu donneras le tien. Mais je trouve que c'est très extensif comme vision. C'est-à-dire qu'on voit bien la domination dans toutes les sphères différentes de la société. Et on le voit quand on lit la base, mais quand on le joue, on le réalise vraiment, en fait. Parce que on est plongé dans les personnages et tout. C'est un jeu qui est assez bluffant de ce point de vue-là, assez réussi, quoi. Voilà. Est-ce que t'avais un peu quelque chose à dire, peut-être sur le ressenti ou quoi, par rapport à ça? Alors à nouveau, table turbo-gauchiste, faut en parler faut en parler dans les dispositifs, mais de toute façon, globalement, c'est valable pour les 3 jeux dont on va parler aujourd'hui. Donc, et on a bien ressenti les oppressions, moi, je trouve que le jeu était beaucoup plus clair. Bon, évidemment que Symbaroum sur le sujet, parce que c'est son sujet. Que le système de résolution te pousse un peu aussi
faire des choix qui peuvent être plus ou moins radicaux, mais du coup à en payer les conséquences. Alors même que c'est toi l'oppressé, l'opprimé. D'ailleurs, sauf à ma part, c'est pas possible de jouer un Elfir. Ouais, c'est une très bonne remarque, c'est très très important. Et ça, c'est une énorme différence avec Symbaroum, quoi. C'est pas évident d'imaginer un groupe de Symbaroum. Alors moi, je peux le faire parce que c'est ma vision, c'est mon prisme. Mais si tu imagines une partie de Symbaroum classique, c'est pas évident d'imaginer un groupe de Symbaroum classique où tu n'auras pas d'embryonnement, quoi. Ouais, voilà. Par contre, dans le... Tu n'as pas le droit, c'est peut-être... Oui, c'est... Si, Enfin, ce n'est pas prévu par la base du jeu de jouer autre chose que des draws, quoi. C'est même pire que ça. Tu joues des draws assez précis. Oui. Tu joues des agents révolutionnaires. Donc tu peux pas jouer même un draw, a priori, juste du peuple qui n'est pas un révolutionnaire, quoi. Donc, oui, c'est ça. Et aussi, quand bien même alors, parce que ça nous est arrivé, tu te rapproches d'un Elfir qui serait dissident. T'es quand même toujours en train de défendre... tu vois, tu te mets à défendre cet Elfir en particulier. Alors, surtout dans mon cas, là, c'était un peu particulier en plus. On va pas revenir là-dessus, mais... Si. Une belle histoire d'amitié forte, quoi. Je sais pas comment la décrire, c'était quoi, je sais pas. T'as mieux pour décrire? Ça s'appelle Oriol l'amour. Ouais, je sais pas, c'est quoi l'amour, c'est quoi le... Je sais pas. Mais on fera un épisode sur l'amour, si tu veux. Ça, avec grand plaisir. Tu vois, tu t'en retrouves à défendre, hein. Ils sont mal vus, en fait, vraiment, la ségrégation est forte, et tu vois, le rapport à l'autre, il est électrique, quoi. Et on n'a pas encore parlé des gnolls, on n'a pas encore parlé de la manière dont le travail est présenté aussi, tout est électrique, en fait, tu sens que tu sens la tension sociale, tu vois, tu sens que vraiment la société va mal, tu sens que c'est dur, et que, mis à part quelques coladros, comme je les avais appelés, où ça a l'air d'aller un peu moins mal, je dis pas que ça va bien, mais ouais, moi c'est ça que j'ai adoré dans Spire, quoi, c'est la tension permanente, et du coup, de par le fait que tu joues des révolutionnaires, qui te pousse toujours à ce qui est révolte et révolution, quoi. C'est-à-dire tu peux pas rester insensible au quotidien, en fait. C'est pas possible, Après, peut-être est-ce que c'est toi, encore une fois, hein, qui a amené les éléments nécessaires et suffisants à table? Non, je pense pas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu te dit vous êtes des révolutionnaires, il te le dit, vous êtes des révolutionnaires, donc maintenant faites la révolution. Et faites-la comme vous l'entendez. Et tu vois, c'est ça qui était hyper intéressant, parce que, encore une fois, il y a plusieurs manières de faire la révolution. Bon, je dis pas qu'on a choisi le chemin le plus propre, mais voire même loin de là. Mais en fait, tu te sens poussé. Puis pour en avoir parlé du coup en débrief, hein, avec les autres, on s'est senti un peu, en devoir, et deux, poussé, tu vois. Peut-être plus en devoir d'aller dans le dur, nous, pour éviter toujours, c'est toujours pareil, hein, c'est l'effet martyr, tu vois, un peu de vouloir se donner soi pour que d'autres puissent profiter des fruits de nos actions. Et après, il y avait quand même une forme d'attente de la société et des PNJ et même des PJ, forcément, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait tout ça, voilà. Je sais pas si je ramène beaucoup d'éléments. Mais tu fais comme d'hab, tu me donnes un truc où il y a voilà, 12 000 trucs à déplier, et puis comme ça, je vais pouvoir faire un tunnel. J'ai pas envie de déplier tous les points que t'as amenés, parce que ce serait trop long, mais il y a deux trucs qui m'intéressent où j'ai envie d'en parler, dans ce que t'as dit. Il y a le côté... Alors, ce que j'ai amené moi et ce qu'il y avait dans la base. Et moi, je crédite énormément la base. C'est-à-dire que, finalement, je crois qu'il y a, dans l'univers qu'on a joué, pas dans l'intrigue, pas dans le fait de faire avancer les PNJ, de créer leurs arcs, de dire ce qui se passe, etc. en toile de fond. Ça, évidemment, ça vient de moi. J'ai joué le personnage monde, quoi, si tu veux, comme vraiment le meneur classico-classique, quoi. Mais tout ce qui vient de l'univers, et de l'ambiance, et tout, moi, je mets complètement ça au crédit de la base. C'est-à-dire que il y a eu cet effet un petit peu magique pour moi, où tu lis la base, tu te dis que ça te plaît, t'es pas clair sur ce que ça peut donner,
Puis quand tu joues la partie, en tant que meneur, t'amènes les éléments de la base, tu vois que bon, les PJ, ils font leur tambouille aussi, et en fait, la sauce, elle prend, et ça donne un truc, c'est un peu... Il y a ce côté un peu magique, quoi, tu vois, ça donne un truc, tu savais pas que ça marcherait, mais ça marche vraiment au-delà de tes espérances, quoi. Ouais. Donc ouais, du coup, je crédite énormément la base pour ça, quoi, parce que ça, je trouve que c'est... Et en fait, c'est simple, comment ils ont fait ça, c'est que quand tu lis la base, faut reconnaître qu'il est assez difficile à lire, hein, pas super digeste, parce que t'as beaucoup d'infos éparpillées, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, chaque info séparée, si tu veux, est teintée par le thème. C'est-à-dire, ce dont je t'ai parlé, que ce soit extensif, que tu retrouves cette domination, ces thèmes, dans tout ce que tu regardes, ben, en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait leur truc, en fait. Et chaque élément qu'ils te décrivent est marqué par ce truc-là. Et donc, du coup, toi, tu te retrouves devant un buffet, et à la base, c'est un peu un buffet, quoi. Puis tu vas choisir des trucs comme ça. Et en fait, quel que soit le truc que t'amènes, ça va renforcer encore plus ce thème. Tout va fonctionner, quoi. Ok. Et ben, c'est formidable, quoi. En fait, c'est hyper bien fait. Alors c'est critiquable parce que bon, on en a parlé au débrief. Il y a peut-être des personnes qui préfèrent lire un lore plus ordonné, plus encyclopédique, mais c'est assez fou et surprenant aussi de te dire que t'as des éléments éparpillés, que tu les ramènes tous dans quel ordre tu veux et t'empiles à droite à gauche comme tu veux et ça marche toujours, quoi. C'est très enfin en termes de game design, c'est extrêmement fort, quoi. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est balèze, hein, Grant Howitt, on le sait, quoi, maintenant, mais mais voilà, je pense que c'est encore une preuve de ça. Après, bon, voilà, j'en parle de manière dithyrambique parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'adore et j'ai du mal à lui trouver des défauts. Donc ça, c'était pour le côté qu'est-ce que j'ai amené, qu'est-ce qu'il y a dans la base. Donc, moi j'ai l'impression pas grand-chose et c'est surtout la base. Il y a le côté ça se passe en session aussi, tu vois. C'est pas la prépa, c'est pas le... ça, c'est un côté qui est très fort dans ce jeu. Avec le système qui gère les conséquences, comme tu disais et tout. Et l'autre truc, c'était quoi ? En fait, tu parlais de l'effet être un héros, un martyr, tout ça. Et un peu tout ce truc, se donner pour la révolution, le côté romantique, quoi. La romantisation, finalement, révolutionnaire, quoi, qui est un truc qu'on connaît bien, qui est bien établi, quoi. C'est marrant parce que ça, je pense, c'est un peu apparu quand nous, on a joué. Il y avait de ça. Il y avait du don de soi et tout. Il y a même un PJ qui s'est sacrifié, hein, on peut le dire, voilà. Bon, même si ça faisait sens du point de vue de la fiction, c'était pas juste un truc un peu romantique, un geste pour devenir un martyr. À la fin, il l'est effectivement devenu, mais c'est intéressant ce que ça dit aussi des périodes révolutionnaires et tout. Je pense que c'est pas un propos inintéressant. Mais ça, c'est quelque chose qui apparaît moins dans la base. C'est-à-dire, moi, je trouve que la base, elle est pas du tout romantique, quoi. La base, elle est très pragmatique. Et il y a ce côté... quand tu lis la base, il y a moins un côté révolutionnaire que résistant. C'est-à-dire que le gameplay qui t'est proposé par la base, c'est plus Lucie Aubrac que Che Guevara, quoi, tu vois. Ouais. T'as vraiment le côté, tu vas devoir... C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est l'armée des ombres, quoi. C'est une organisation secrète, donc vous faites partie, vous faites des opérations de sabotage discrètes, des assassinats, des trucs. Évidemment pour la cause Draw, la cause révolutionnaire Draw, et ça peut amener à renverser le régime Elfir, c'est le but final, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qu'on joue. Ce qu'on joue, c'est le quotidien des résistants. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et leur tâche de résistance. Je disais quand j'avais lu le jeu et pas encore joué, et je pense que ça se confirme un peu en jouant, que l'ambiance du jeu, peut-être en encore plus poussé, mais non, ça ressemble bien. C'est l'apartheid, tel que l'apartheid d'Afrique du Sud, hein, quoi, voilà. Le cadre, c'est ça, mais le gameplay, c'est la résistance des années 40, quoi. Et ça, c'était au début un petit peu, puis c'est parti en cacahuète, quoi. Ouais, c'est ça. Et on est arrivé sur un truc plus romantique. Si tu veux, pour moi, la résistance... Alors, bien sûr, après, on l'a romantisé, bien sûr, il y a eu les martyrs, puis Jean Moulin et compagnie, enfin voilà, on connaît les trucs. Quotidiennement, c'est pas un quotidien révolutionnaire, hein, le quotidien d'un résistant, tu vois. C'est de la survie. C'est du... Ouais, et puis de petites choses, d'actes, tu vois, moi, j'avais quelqu'un, on a tous des histoires comme ça dans la famille, enfin, parfois on a des histoires de de collabos aussi, c'est moins cool, mais puis on sait pas tout. Oui. Ça peut être des petites choses qui peuvent te mettre beaucoup en danger, et des grandes choses, des fois, qui te mettent pas beaucoup en danger, tu vois. Des fois, il y avait des gens dans la résistance qui étaient aussi infiltrés dans des administrations, et en gros, ils se mettaient pas beaucoup en danger, mais ils pouvaient faire des trucs qui avaient beaucoup d'impact. Et puis, il y avait des gens
qui faisait des petites choses. Parce que finalement, si tu fais dérailler un train qui transporte des munitions, même si ok, les Allemands ils vont avoir moins de munitions, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre, tu vois. Mais par contre, c'est hyper dangereux, tu vois. C'est-à-dire que tu risques ta vie, quoi, quand tu le fais. Et t'as ce côté-là, quoi. Spire, le gameplay de Spire, c'est plutôt censé être ça, tu vois. Okay. Et nous, ce qu'on a fait, à la fin, c'était plutôt, genre, on soulève la foule, vraiment, il y a un côté, vraiment, il y a un souffle révolutionnaire et tout, quoi, tu vois. C'était l'insurrection, quoi. On est passé du sabotage à l'insurrection, en fait. Ouais, mais je pense que c'est né de... Bon, déjà d'acquaintance autour de la table, mais c'est aussi né de cette pression que et de la gentilité, en fait. C'est-à-dire, tu te dis, c'est possible. Là, pour une fois, c'est possible, c'est jouable. On savait qu'il y avait une fin aussi, je pense que ça joue beaucoup. Si on se dit, on joue une campagne, et on va jouer un nombre inconnu, et donc potentiellement infini, de parties, on l'aurait peut-être joué plus fine, plus douce. On aurait peut-être, tu vois... c'est une remarque que je me suis fait là quand tu parlais. Peut-être on aurait continué de faire du petit pour essayer à la fin faire du gros. Sauf que là, on savait qu'on avait un certain nombre de sessions et on avait envie de changer les choses vraiment, je pense. Encore une fois, eu égard à la table, eu égard à qui on était, quoi. Et à la pression en jeu que ressentaient nos PJ et donc nous, parce que, comme je te l'ai dit, moi, ça a blidé fort, hein. Dans ce jeu-là, j'ai pris beaucoup du personnage et je lui ai envoyé beaucoup, je pense. Ça a été très, très... C'était intense, quoi. Je trouve que c'était intense et que, comme on était en capacité de faire, on a fait, quoi. On était en capacité d'aller plus loin, on était assez fou pour y aller et on y est allé, quoi. Voilà, Ouais, je vois ça, je suis un peu plus... C'est mon côté marxiste, donc je suis... déterminisme social et tout. Oui. Moi, je pense qu'on a suivi un principe quand on a joué à ce jeu. C'est ce qui a émergé. Qui est un principe qui est pas forcément... C'est un peu donné par la base du fait il t'arrive des trucs et tu joues les conséquences. Quelque part, c'est un petit peu ça. Mais du coup, qui peut t'éloigner de toute esthétique qui est proposée par un jeu. C'est-à-dire, tu laisses tes personnages être marqués par ce qui leur arrive. Et finalement, l'action de tes personnages, elle est déterminée par ce qu'ils vivent, en fait. Et, en fait, tu n'as pas... Alors c'est bizarre parce que ça a l'air d'aller contre la gentilité ce que je dis, mais t'as un côté un peu tragique aussi, quoi, tu vois. Déjà, en fait, tu choisis pas, tu peux aussi dire ok, le gameplay c'est censé être ça, mais en fait il m'est arrivé ça, donc je vais pas pouvoir faire ça. Oui. Tu vois, je vais pas pouvoir suivre ce truc parce que je sais pas comment dire ça, parce que comme je le dis, je me rends compte maintenant qu'on a l'impression que je parle de cohérence fictionnelle et c'est pas de ça que je parle en fait. C'est plus d'un côté où tu vas être contraint. C'est ça aussi, tu l'as un peu dit, entre les lignes, mais il y a un truc peut-être qui paraît pas assez dans nos propos pour les gens qui connaissent pas Spire, mais c'est un jeu où il y a énormément de contraintes sur les personnages, quoi. Oui. Tu vas pas où tu veux, tu fais pas ce que tu veux, tu dis pas ce que tu veux, si t'es là, tu dois être comme si, porter un masque, faire ça. En plus, toi, t'agis dans l'ombre, alors il faut pas que tu brises ta couverture, il faut pas machin, il faut que tu... Et puis il y a même plein d'aspects qui vont encore dans le sens dans le jeu que j'ai pas introduit pour pas alourdir, mais il y a aussi le fait que tes relations, donc potentiellement tes sources, tes indices, tout ça, ils peuvent disparaître à cause de toi, tout ça c'est mécanisé, il y a tous ces trucs-là, enfin bon. Donc il y a beaucoup, la pression est énorme, hein. Ce que tu dis c'est vrai, il y a beaucoup de pression, je pense, c'est quand même aussi une grosse cocotte minute, quoi, sur les pays, ce jeu, quoi. Je sais pas comment toi t'as vécu de nous servir tout ça d'ailleurs, de nous mettre sous pression. Ouais, après, tu peux aussi te dire, je pense, voilà, ça dépend aussi comment t'interprètes tes personnages, parce que ce qui peut aller contre ça, c'est de se dire, ouais, ok, mes personnages, ils subissent tout ça, mais ils vont essayer, en fait, de garder la tête froide, parce que justement, tu sais, c'est des résistants, quoi, donc, il y a ce côté-là, c'est des sortes de militaires, mais au sens pas, je parle pas de l'organisation, je parle de la psychologie du soldat. C'est-à-dire d'être entraîné à un tel point, je veux dire entraîné à un tel point, je veux pas dire que t'es surentraîné, mais en fait t'es habitué à suivre des comportements que tu as imprimés dans des situations où de toute manière tu peux pas réfléchir, en gros. Ah ouais. Et
ça t'amène une sorte de sang-froid, et un truc qui est hyper dangereux aussi, parce que c'est hyper déshumanisant, bien sûr. Euh, enfin, bon. Parce que de toute manière, ces situations, la guerre, enfin, tout le côté soldats, etc., évidemment, c'est hyper déshumanisant, et c'est fait pour. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes et réfléchis, bah, tu t'arrêtes de te battre, quoi. Euh, mais, mais, euh, mais il y a ce côté-là, je pense, que t'es censé, c'est un peu mon interprétation, tu vois, t'es un résistant, donc une sorte de soldat, quelque part, et t'es censé dire, ok, il y a tout ça, mais je garde la tête froide, je reste focus sur le plan, il faut qu'on arrive à faire ça. C'est moins un sens du sacrifice que plus un, suivre la mission, tu vois. Du conditionnement, en fait. C'est du conditionnement à Ouais, l'action, en fait. on peut voir ça comme ça, mais c'est compliqué. Après, c'est des trucs humains, donc tout se mélange, mais c'est... Il y a de ça, ouais. Il y a un truc comme ça, je pense. C'est peut-être ça la réponse au truc que je dis, ça part en sucette et vous suivez. Ouais, mais peut-être que les personnages sont pas censés faire ça parce que ils vont essayer de garder la tête froide parce que ce sont des soldats finalement. Ouais, Quoi. ouais. Ouais, ça, on l'a pas... Ouais. On a laissé parler l'émotion, quand même. On n'est pas parti sur... Oui, mais c'est pas Non, grave. non, non, Je pense c'est pas. C'est une l'autre face de la médaille, je pense. C'était jouable, quoi. D'ailleurs, ça a été très bien jouable comme ça. Il n'y a pas eu de... Ou alors on l'a pas ressenti, mais il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de... Ça a roulé, ça a déroulé, et puis bah... Et je suis pas aussi méga clair des fois en lisant la base. Alors j'ai pas relu depuis, mais en lisant la base, des fois j'ai l'impression que la campagne est censée se terminer en gros par bah, la chute de Spire, quoi. Vraiment, tu vois. D'accord. D'ailleurs, voilà, ça s'appelle le soulèvement en français et de City Must Fall en anglais. C'est bien que, tu vois, on parlait d'insurrection. Donc il y a un peu ce paradoxe là. T'as l'impression il faut agir comme ça en sous-main, mais qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait une sorte de révolte. Donc je sais pas si ce qu'on a fait est si éloigné du truc, c'est pas hyper clair pour moi honnêtement. Après, bon, j'ai pas lu le jeu en anglais. En français, je veux dire la syntaxe, la langue est claire, mais je pense que c'est pareil en anglais. C'est pas un jeu dont la base seule brille par sa clarté. J'ai envie de dire. Si je pouvais lui faire un reproche, mais je sais pas si c'est un reproche parce que si finalement en la lisant après tu produis une partie et tu dis waouh, mais c'est exactement ça en fait, c'est le truc, ça fonctionne. Est-ce que c'est un problème, tu vois? Ah, ouais, non. Mais bon, ça vous pouvez pas, enfin Ouais. voilà, côté joueur vous en êtes pas rendu compte, mais euh... et il y a des trucs comme ça qui sont pas hyper clairs pour moi. Il y a peut-être des choses qui manquent aussi des fois où j'aurais bien aimé avoir des réponses, mais bon, ça laisse de la place aussi à improviser, faire des trucs et ça c'est bien aussi quoi, je trouve. Voilà. Et je pense que c'est un jeu qui est aussi assez mine de rien, bien que ce soit exotique, il y a des tas de règles de enfin l'univers est quand même très assez fouillé et très exotique même pour de la fantasy hein, c'est pas il faut le dire c'est pas donc il y a des elfires donc des hauts elfes et des elfes noirs des drôs bon ils appellent ça de la fantasy punk je sais pas ce que ça veut dire honnêtement bon on s'en fout Oui. au début tu dis ok c'est des elfes machin et tout est-ce que c'est quoi c'est du Medfan puis après tu te rends compte ok il y a des armes à feu il y a des usines et tout c'est plutôt un peu steampunk en fait, plutôt tu vois, enfin je parle au niveau de l'esthétique, c'est plus une techno un peu 19e siècle. Voilà, tu sais pas trop. Donc c'est un monde qui est quand même t'as pas beaucoup d'exemples. Un truc que je trouve assez proche finalement à la fois dans la ségrégation sociale et dans l'esthétique technologique, c'est Arcane, la série Arcane Ok. parce que t'as un côté un peu mystique des technos bizarres perdus et puis une esthétique globale à la vapeur quoi. Donc c'est je pense c'est un bon point de repère mais c'est pas forcément toi t'as pas 10 000 exemples, 10 000 images pour te raccrocher. C'est particulier comme univers. Et je trouve que malgré tout, il m'a semblé que vous avez pas eu de mal à vous y plonger, que ça restait assez lisible pour vous. Alors peut-être je me trompe. Je sais pas dans ta tête comment tu voyais le décor, tu vois. Il y avait tout ce que tu as dit, donc c'est un côté un peu... En fait, moi, il y avait du cyberpunk en plus dans l'esthétique. C'est-à-dire du Blade Runner, pas du cyberpunk full néon. Et tu sais, Ouais. déjà, cette ville, elle m'écrasait, quoi. Une espèce de ville géante en tour, là. Moi, j'avais du Blade Runner dans les yeux. C'est très sombre, très... En plus, c'est sombre. Globalement, on vit dans les étages d'une ville, donc le jour passe peu. Oui, De et toute puis façon, on n'aime pas les ça. drôs sont des comment dire, sont des créatures de l'ombre quoi. Voilà. Ils vivent pas, ils aiment pas. Enfin, le soleil est dangereux pour eux. Ouais. Quoi. Donc moi j'avais ça quoi, j'avais ça en plus, c'était une espèce de... Il y avait juste pas de vaisseau, il y avait juste pas de... Mais
Et ce côté très sombre à la Blade Runner, et puis après, tout ce que la fantasy peut apporter. Est-ce que c'est pas ça que ça veut dire fantasy punk? Ouais, non, ce mot, moi, je le trouve un peu... Alors, je sais pas qui l'a introduit, je trouve ça un peu nul. Il est vraiment pas très signifiant, je Ouais, trouve. non, non. Bon, enfin... Mais non, et puis ça, oui, ça a été facile de s'y plonger, ouais. Moi, je l'avais bien en tête. Alors, est-ce que tout le monde avait la même image que moi? Je sais pas. Moi, j'avais celle-là. Après, les illustrations jouent un rôle aussi, je pense. Oui. On l'a pas dit, mais c'est un jeu qui a des illustrations un style d'illustration assez particulier, qui pose pas mal l'ambiance aussi, je pense qu'ils peuvent fixer certains trucs. Ouais, donc ce que je voulais dire juste, c'est que bah, typiquement par rapport à Symbaroum, ce jeu est très clair dans ce qu'il te propose et dans ce qu'il te fait jouer. Il y a pas de... Tu peux... Je pense difficilement dévoyer le propos de Spire, quoi. Tu peux pas d'un coup en faire un truc... Ouais, dès la création de personnages, alors vous aviez des prétirés, hein, Oui. ça c'était un peu un truc où vous avez pas créé vos persos, je le précise. Mais si tu crées ton perso, déjà, tu vois, tu commences le jeu, on t'explique, bah, tu joues un draw, t'es opprimé par les Elfir dans ta cité de Spire, et tu joues dans la Révolution secrète, là, le culte de la déesse cachée, bon, peu importe. T'es un ministre du culte, t'es un résistant, quoi. Donc déjà, voilà, ça positionne direct ton personnage. Ensuite, quand tu crées ton personnage, en fait, dans la création de personnage, il y a ce qu'il a fait pendant sa corvée. Donc c'est déjà inclus que pendant 4 ans, t'as été esclave des Elfir, quoi. Ouais, voilà. Donc effectivement, tu peux pas trop te tromper dès la création du personnage, c'est très très clair, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu te dis qu'il y a peu de chances que d'un coup, ça dit, tu arrives à faire un groupe de PJ qui viennent en soutien des Elfir pour encore asseoir leur domination sur le reste de la cité, quoi. Faire un groupe de poucaves ou faire un groupe de... Tu vois, le jeu te le permet pas, en fait. Non, tu peux pas. Voilà. C'est très positif d'avoir posé les limites et d'avoir... voilà. Au moins, c'est clair, pour rebondir sur ce que je disais par rapport à Symbaroum, par exemple. Ouais, c'est clair, mais je pense que... Il y a un truc qui est intéressant, c'est que je pense que ça va pas empêcher tes personnages d'avoir potentiellement, comment dire, des manières de penser ou de voir les choses qui peuvent être aussi contestables. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc qui est introduit dans le jeu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais il y a une autre espèce qui s'appelle les gnolls. Donc les gnolls, ça ressemble à des sortes de hyènes bipèdes, pour faire rapide, quoi. Donc c'est une vraie altérité, quoi. C'est des êtres sentients, mais qui sont quand même très différents des elfes, quoi. Et des humains aussi. Il y a des humains dans le jeu, hein, j'en ai pas trop parlé, mais ça, c'est... Et en fait, les Elfir, ils sont en guerre contre les Gnolls sur un autre territoire, qui s'appelle les montagnes du Nujab, qui est dans le sud, enfin, qui est loin de Spire. Et en fait, ils ont une guerre vraiment acharnée contre eux, dans laquelle ils passent beaucoup de ressources, parce que les Gnolls, ils mènent une guérilla. Donc c'est une forme de guerre qui épuise énormément l'armée régulière des Elfir. Sauf que les Elfir, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent... ils font de la conscription et ils enrôlent de force des elfes noirs de Spire pour aller combattre dans cette guerre à leur côté. Et en fait, il y a bah, du coup, les gnolls se méfient de tout le monde, finalement. Elfes, humains... voilà, elfes noirs, elfir, humains. Beaucoup d'elfes noirs ressentent de l'inimitié envers les gnolls, quoi. Et donc c'est intéressant parce que t'as ce côté, t'as une sorte de millefeuille, de domination, un peu de racisme et tout, et ça c'est très cool. J'ai bien aimé que ce soit un thème qui apparaisse dans la campagne aussi, et que vous essayez de construire des ponts en fait, et d'essayer de... Et je pense que c'est super, et c'était très cool à jouer, très intéressant et tout. Par contre, ça c'est mon côté pessimiste qui parle, je pense que c'est pas réaliste, c'était sans doute l'aspect le moins réaliste de la campagne. Ouais. Je pense que le fait que ce soit assez facile de gagner le soutien des gnolls et de rallier d'autres draws à côtoyer les gnolls, à être ok avec ça, c'est pas grave parce que tu fais une campagne, t'es obligé de faire des raccourcis narratifs, etc. Mais je pense que malheureusement, c'est beaucoup plus difficile que ça, quoi. Bah, c'est du travail de sape au quotidien de révoquer le racisme chez les gens, en fait. C'est-à-dire de venir nettoyer le racisme, en fait, encore une fois, c'est tellement plus facile d'être de droite, tu vois. C'est tellement plus facile d'être raciste, d'être xénophobe, c'est facile, en fait. Il suffit de dire, bah non, les autres, c'est des merdes, en fait. Voilà, point. Ouais. Et après, quand il faut reconstruire l'inverse, c'est-à-dire déconstruire les réflexes racistes, et ben, c'est du taf, quoi. Et oui, donc c'est certainement le moins réaliste, mais après c'est du jeu de rôle aussi, on a le droit de rêver un peu. Oui, non, c'est pas...
Mais c'était bien. Ouais. Des fois, je me dis que la base insiste peut-être pas assez là-dessus, quoi. Moi, j'aimerais en savoir plus sur les gnolls et tout, quoi. Et aussi, pour revenir sur le fait qu'on peut avoir des persos qui ont du coup des idées, des comportements dégueulasses, ça me fait juste penser à ce que je disais il y a quelques jours à un camarade, c'est que des tas de merde à gauche, il y en a énormément quand même. Faut pas l'oublier non plus, ça reste quand même très réaliste, quoi. Oui, et puis rien ne t'indique... bon, là, tu parles de gauche, mais enfin les gens qui résistent à l'oppression sont pas tous de gauche, quoi. Certes, rien ne t'indique rien ne t'indique que les révolutionnaires rien ne t'indique dans la base qu'une fois que les révolutionnaires Dro gagnent, ils installent pas une théocratie, ou que sais-je, tu vois. Bon, ça s'est pas vu, ça, dans la vraie vie, ici. Non, voilà, donc je veux dire, c'est pas du tout... c'est pas une question... Oui, c'est pas qu'une... Ce que je veux dire, c'est que le propos du jeu, de critiquer la domination, le colonialisme, ces choses-là, oui, c'est un propos de gauche. Est-ce que les personnages, est-ce que les résistants sont de gauche? Ça, c'est moins évident, quoi, tu vois, c'est pas... Voilà. Vos personnages l'étaient, je pense, un peu. Oui. Mais c'était pas clair pour tous, moins clair pour tous. Pour ton personnage, peut-être un peu plus. Et je trouvais aussi bizarrement, il y avait un truc aussi, on a parlé il y a un autre sujet, je pense, qui est important. Et après, on va peut-être s'arrêter, puis je pense qu'on fera le deuxième épisode de ce podcast sur Doggy Dog et la conclusion croisée, tout ça. Ouais. Il y a un autre truc qui est apparu dans la campagne, c'est le thème de la radicalité aussi. C'est-à-dire que... alors, je pense que c'est un jeu qui il te propose pas d'y aller de toute manière, la base, c'est pas dans la demi-mesure. Tu joues des résistants, donc il est entendu que tu vas mener des actions qui ont des conséquences... forte, quoi, hein. Il y a des assassinats, des trucs comme ça, donc c'est pas un jeu du tout qui prône la non-violence, quoi. Que ce soit d'un point de vue méta ou d'un point de vue dans l'univers, j'ai envie de dire. Intradiégétique. Mais par contre, question intéressante que pose le jeu où t'as différentes factions et t'as des espèces de fanatiques, je sais plus, c'est le culte de la sentinelle écarlate, les vigilites, voilà. Qui sont très très... ce sont des terroristes, en gros, hein, pour faire très rapide. Et donc eux ils sont hyper radicaux et ils font pas d'ailleurs alors j'utilise ce terme avec des guillemets, je sais pas si c'est le cas, mais bon, il faut pas oublier que à chaque fois qu'il y a eu des régimes oppressifs, les résistants étaient toujours appelés des terroristes, hein, quoi. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'eux ils sont particulièrement bourrins, quoi. Ils sont par exemple, s'ils font un attentat qui tue 2 Elfirs et qu'il y a 20 Drow qui meurent à cause de ça, pour eux ça vaut le coup, quoi. Alors en gros, ils veulent tuer des Elfirs, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences, ouais, c'est compliqué. Voilà. Hein. C'est compliqué à défendre. C'est très très radical, quoi. Enfin, est-ce que c'est radical, finalement? Parce que si... on pourrait dire c'est pas radical, parce que finalement, ils protègent pas les Drow, quoi, tu vois. Leur priorité, c'est de pas de protéger les Drow, donc par certains aspects, c'est pas radical aussi. Enfin, ce que je veux dire radical, c'est est-ce qu'ils vont au fond de leur idée? Si l'idée, c'est de faire un maximum de dégâts chez les Elfirs. Voilà, leur problème, c'est pas les conséquences. Moi, je fais un peu un distinguo, c'est artificiel, hein, parce que je sais que l'usage du langage, on dit radical pour dire... Mais moi, j'aime bien distinguer entre, tu vois, radical et extrémiste. Mm-hmm. Pour moi, extrémiste, c'est un peu, tu vas à l'extrême d'une idée de départ, tu la pousses à bout, c'est un peu ça, et tu dis, tu dois tuer des Elfirs, je la pousse à bout, peu importe le reste. Et radical, c'est tu vas chercher la racine. Donc c'est t'interroges pourquoi tu fais les trucs. Si tu dis, je veux tuer des Elfirs, ok, pourquoi je veux tuer des Elfirs? Parce que ils dominent les Drow. Ok, donc je veux arrêter la domination des Drow. Pourquoi je veux arrêter la domination sur les Drow? Bah parce que les Drow sont mes frères et mes sœurs et je veux les protéger. Et donc si tu vas chercher à la racine de ce pourquoi tu le fais, bah tu vas pas pouvoir faire un attentat où tu tues 20 Drow. Parce que t'as raté le cœur du truc, la racine de ton combat, qui est de protéger tes frères et tes sœurs Drow, quoi. Ouais. Tu vois. Donc je fais la différence là-dessus. Et donc c'est en ça que je dis plus radical, bon ça se discute. Ça dépend quel sens tu donnes à radical, quoi. Voilà. J'aime bien que le terme radical c'est au sens philosophique, voilà, c'est ça. Quand on parle par exemple dans le sens philosophique de pensée radicale, c'est plutôt ça, c'est d'interroger, ok, il se passe ça, mais pourquoi on fait ça? Et pourquoi, et on va à la racine du truc. C'est pas une pensée extrémiste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien faire ce distinguo-là. Pourquoi je disais ça? Oui, les vigilites et donc les gens qui sont plus extrêmes, voilà, disons ça. Les factions qui sont plus extrêmes dans le jeu. Donc il y a ce côté-là, à interroger les actions des personnages et tout. Et je trouve qu'en tant que PJ, vous aviez des approches assez différentes là-dessus. J'ai remarqué que toi, t'avais quand même... Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, je parle sous ton contrôle.
ton PJ, je le trouvais très direct, mais finalement pas si extrême que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pas vu que t'allais joyeusement buter des gens, ou quoi, même des elfirs, quoi. J'ai trouvé que... Par exemple, contrairement à un autre personnage, qui était donc un voltigeur, ce sont aussi des... C'est Batman, quoi. C'est des justiciers qui utilisent des cordes, qui ont des capes, qui aiment bien se déplacer verticalement, tout ça, Batman. Et lui, ce personnage-là, il était interprété de manière assez radicale, quoi. C'est-à-dire que, ok, lui, on va le tuer, quoi. Donc extrême, pas radical. Oui, extrême. Ouais, ça visait... il tuait pas des drôles, quand même. Oui, ok. La solution, c'était, oui, on va se débarrasser de cet elfir, définitivement, quoi. Je me souviens d'une session où vous aviez mis en sécurité des gens. C'était son initiative, toi tu l'as suivi, tu l'as aidé à faire ça, mais il a dit, on va revenir pour tuer cet elfir, quoi. Les gens sont en sécurité, on va revenir pour le buter. Jusqu'au boutiste, ouais. Donc ce qui peut se justifier d'un point de vue de protéger les gens, parce qu'on peut imaginer qu'il va continuer à avoir un impact négatif sur les drôles, mais c'est même presque certain, tu vois, cet elfir. Mais c'est quand même une forme de... je veux dire, c'est pas rien, quoi, tu vois. C'est pas comme t'as essayé de protéger les gens et incidemment, dans le feu de l'action, t'as dû tuer cet elfir, tu vois. T'es pas en réaction à chaud, voilà, c'est quand même à un froid. truc, il y a de la préméditation et tout, il y a c'est un de truc... l'assassinat, ouais, c'est de l'assassinat. Oui, c'est de l'assassinat. Et donc, ouais, pour répondre, oui, non, moi, le personnage, allait pas, tambour battant, faire souffrir du monde, quoi. Mais c'est là où je te dis qu'il y avait pas mal de bleed. Je peux pas m'empêcher de vouloir mettre la souffrance de côté de toute manière, tu vois. Je pense que c'est difficile dans ce jeu. Hein. Mais c'est difficile, c'est difficile. Mais c'est aussi pour ça que... Ouais. Mais c'est aussi pour ça que c'est agréable à jouer, en fait. Enfin, agréable. Encore une fois, agréable, c'est pas le terme. C'est intéressant. Il faut que j'arrête avec les c'est cool et c'est agréable, parce que là, c'est pas le cas du tout. Et ça sera encore pire sur Dog Eat Dog, mais... c'est intéressant à jouer. Quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est assez fort de ce point de vue-là, comment ça se voit jusque dans les décors. Ça en est presque caricatural, mais je trouve que c'est pas grave, ça ajoute un truc. Quand t'es dans les quartiers des draws, entre guillemets, tu ressens vraiment dans le décor, l'ambiance, etc. Tu ressens, tu vois, la misère, vraiment, le truc, ils ont rien, t'as les gens éclopés dans les rues, les gangs d'enfants et tout, c'est hardcore, quoi, le truc. Ça y va pas de main morte. Et quand t'es dans les quartiers, à un moment vous êtes allé, c'est là où il y avait un attendant, dans le quartier vraiment, il s'appelle le quartier d'Amarante, qui est le quartier vraiment en haut de la tour où vivent les hauts elfes, quoi. C'est un quartier qui a une certaine beauté un peu particulière et tout, et qui est fastueux, mais il y a aussi énormément de souffrance dans cet endroit-là, parce qu'en fait les elfires, alors c'est un peu caricatural, mais ils ont une sorte d'esthétique un peu perverse, où ils aiment bien contraindre les choses, et ils aiment bien le spectacle de la souffrance un peu. Du coup, t'as des trucs genre, t'as des statues vivantes de drôles qui sont enchaînés, mais c'est pas des prisonniers, c'est leur travail, tu vois. Ouais. Ils sont enchaînés, puis en fait, ils se relaient. T'as des trucs comme ça. Donc même dans les endroits où les gens vivent mieux, tu vois cette souffrance qui est très présente, tu vois. T'as de la partout où tu regardes, quel que soit le quartier dans le jeu, t'as de la souffrance, tu vois. Et tout est... elle est jamais cachée, tu vois. Il y a aussi les rituels funéraires des draws, tu vois, c'est de laisser pourrir le cadavre dehors pour qu'il soit mangé par les corbeaux. Il y a rien on t'épargne rien, quoi. Il y a rien qui est caché. De bout en bout, c'est compliqué. Ouais. Tu peux pas détourner le regard, en fait. Et ça, c'est bon, voilà. C'est pas subtil, mais c'est intéressant. Ouais. Au moins, t'es obligé, quoi. T'es pas en capacité, comme nous, on peut le faire au quotidien, de manière méta, d'un moment de tout éteindre et de détourner le regard sur ce qui se passe. Ouais, c'est très difficile, ouais. Tu peux pas le faire. Ouais. Du quotidien de certains, quoi. Et de certaines. Il y a une manière de le faire, c'est de s'intéresser aux trucs mystiques et au cœur de Spire et tout, mais c'est pour affronter des trucs qui sont encore plus... qui sont du domaine de l'horreur cosmique, quoi, je dirais presque, donc qui sont du niveau au-dessus, quoi. Ce qu'on a fait un peu aussi dans cette campagne, enfin surtout à travers un personnage. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur Spire ? Il y aurait sûrement 600 trucs à dire sur Spire, mais je pense que là, on a déjà fait un bon tour, là. Peut-être le système, peut-être un petit peu sur les conséquences, vite fait, 5 minutes, là. Donc le système de jeu, il y a une sorte de système, et le système est assez cruel, faut le dire. En gros, quand on échoue,
une action. Donc il y a des actions avec des jets de dés un peu classiquement, on va dire. Hein. Bon, la manière dont sont choisis les dés, le niveau de difficulté, tout ça, c'est assez bien réglé, assez fluide, mais ça reste classique, ça reste des jets de dés, on réussit ou on rate, ou il y a des trucs mitigés aussi, bon. Mais ce qui est assez violent, c'est qu'il y a une forme de double peine quand tu rates. C'est-à-dire quand tu rates ton jet, non seulement t'as pas réussi ce que tu voulais faire, mais en plus tu accumules du stress. Donc il y a des jauges de stress qui se remplissent. Quand ces jauges de stress se remplissent, on fait un autre test pour savoir si on résiste au stress ou pas. Et si on résiste pas, on prend ce qu'on appelle des contre-coups, qui sont des conséquences néfastes, qui vont être jouées soit de suite, soit de manière retardée, on va dire, mais qui ont des conséquences sur la suite de l'histoire du personnage. Alors parfois c'est un truc assez logique qui s'intègre d'une manière, on va dire, comme dans n'importe quel autre jeu. C'est-à-dire que par exemple quand on se fait taper, le contre-coup ça peut être de subir des blessures, bon voilà, hyper classique. Mais parfois ça peut être qu'on a brûlé sa couverture, qu'on a plus d'argent, voilà. Donc il y a plein de trucs intéressants. Ça a pas été, je pense, dans la partie exploité à fond, parce que en fait je pense que c'est un système super. Si tu penses pas narrativement à jouer les conséquences de ce que font tes personnages, ça va te mettre sur la voie. Mais nous, comme on avait déjà beaucoup cette approche-là, d'à chaque fois quasiment, c'était même les joueurs et les joueuses quoi qui disaient je vais faire ça, mais en payer le prix quoi. Vous proposiez quasiment, tant pis, je fais ça, je sais que c'est compliqué, mais en échange il va m'arriver ça, tu vois. Et du coup, on n'en avait pas besoin finalement. Alors, on a eu peu besoin du système, mais finalement quelque part on le respectait, mais directement intégré dans la narration quoi. C'est l'impression que ça m'a donné quoi. J'ai très peu utilisé les contre-coups, t'as des listes de contre-coups dans la base, j'ai très peu utilisé les listes qu'on a données, parce que les contre-coups c'était soit moi je vous en proposais, et des fois c'était vous qui veniez directement avec. Ouais, narrativement c'était intégré directement, il y avait pas de... Ouais, voilà. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une table dans la plupart des cas. Ouais, et puis aussi, des fois, je pense que j'ai pas voulu être trop... J'aime pas trop, quand même, le système de se dire... tu rates et en plus, il t'arrive une merde. Des fois, c'est quand même... ça fait beaucoup, quoi. Ouais. je trouve dans certaines situations, c'est un peu... cher payé. Parce qu'il faut que ton personnage puisse avancer, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut pas... si à chaque fois que tu fais un pas, tu recules de 4, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que ça viendrait pas davantage faire ce que tu disais, c'est-à-dire que d'avoir plus une impression de résistance que de révolution. Ouais, je pense que la résistance, c'est parfois un pas en avant pour un pas en arrière, en fait. Ouais, je pense que si tu joues by the book, comme on dit de Shakespeare, tu vas avoir quelque chose qui est beaucoup plus dur encore, quoi. Et après, tu sais, voilà, quand tu joues un jeu à une table, c'est un peu comme tu le sens, comme les gens le sentent toujours autour de la table, et c'est pas juste en tant que meneur, hein, quand t'es joueur ou joueuse, tu le sens aussi. Tu t'alignes un peu, il y a une espèce de... Les gens se conforment à un truc global qui commence à se créer, et après tu vas avec ça, quoi. Tu vas plus contre ça. Parce que si tu ramènes là-dedans, tu dis « Ah, mais on s'écarte du système ou du truc voulu », et que t'essaies de le ramener au pied de biche là-dedans, tu crées une dissonance qui est pas agréable, en fait. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. C'est très clair. Donc en fait, tu vas avec le flow, quoi. Et puis, je pense que c'est un peu le principe de ce genre de jeu, qui est pas un PBTA proprement parlé, mais t'as quand même cet esprit-là du PBTA qui est de dire on va jouer on va faire un truc et ça va avoir des conséquences qui sont prévues un peu par le système. Un des principes des PBTA, c'est quand même de jouer pour voir ce qui va se passer. Et donc, il y a ce côté un peu de se laisser aussi emporter par le truc, quoi, tu vois, pas de dire ah bah attendez, on fait pause, on recale tous les trucs là, tac. Il n'y a pas d'optimisation, quoi. Oui, mais à tous les points de vue. Oui. Pas seulement au niveau tactique, même niveau narratif et tout. On joue un peu, on laisse couler le truc et on voit où ça nous mène, quoi. Et ben voilà, du coup on n'aura pas eu le temps de parler de Dog Eat Dog pour le moment, mais c'est pas très grave. Non, mais on le fait pour le prochain. Prochain épisode. Donc c'est à suivre. Oh là là, c'est incroyable, on commence à faire des vidéos trop longues. Des cliffhangers. Des épisodes trop longs, pardon. J'ai dit des vidéos. Eh ben merci, Locus, pour cette discussion. Bah ouais, merci à toi. C'était cool. Et j'ai hâte de parler de Dog Eat Dog. Moi aussi. Du coup, je vais pas dormir pendant un mois. Ou là, on enregistre demain. Voilà. Je prends ça pour un nom. Salut. À bientôt. Salut. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato.
l'aborrito con fin sparirà.